Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de l'équipe d'Estelle et quel plaisir de vous retrouver pour parler Ligue 1, pour parler Ligue des Champions, pour parler foot pendant 2h15. 2h15 de direct avec toute la bande, avec tout d'abord Grégory Hacher. Salut Grégory. Salut Estelle, bienvenue chez vous. Mais oui, merci de m'avoir remplacé Je si vous en prie, brillamment. c'est toujours avec plaisir. C'était très bien. J'ai bien dormi ce week-end. Ah bah écoutez, tant mieux, ça me fait vraiment plaisir. Pierre Boubi, comment ça va? Ça va Estelle, merci. Et Orléans, comment ça va? Ça va, Ouais, ça va. Ça va et vous? Ça va? Ça va. Vous avez déjà pensé au national ou pas? Je sais pas ce que ça veut dire. Mais t'en viens, Votre non? question. Ça va. Vous êtes dur. Flo Gazon, Ça va? Mieux que Nîmes? Oui. Ouais, puisqu'on enchaîne Vous avez les... déjà pensé à la Ligue 2? Ouais, bon, on en vient, on y retourne, voilà. Bon bah écoutez, Ça voilà, va vite, c'est un petit aller-retour. Voilà. Comme Guingamp. Ça arrive. Alors Raphaël Sebaoun, comment ça va? Ça fait plaisir de vous retrouver. Mais oui. Greg est génial, hein, formidable, Mais moins bien quand même. Bien sûr que je suis moins bien. Bien sûr. Il porte moins bien les robes. Jérôme Alonso que nous avons pour 3 jours. Oh là là. Profitons-en 3 jours de Triple suite de piche. Jérôme Alonso. Oh là là. Triple ratio. Ça va mieux que Nice. Ah, voilà. Mais, mais pour Lyon, tout va bien. Ça va, Vincent Deluc? Ça va très bien, et pour Bourg-Perona aussi, on est en pleine bourre. Ah bah écoutez, c'est super. Écoutez, je suis très contente pour vous. Vincent, à la une de l'équipe d'Estelle ce soir, le casse-tête de Thomas Tuchel à la veille du match entre le Real et le PSG en Ligue des Champions. L'entraîneur parisien doit-il laisser Neymar sur le banc? La 14e journée de Ligue 1 avec la 3e victoire consécutive de l'OM hier face à Toulouse. Marseille devient-il un dauphin crédible? Vous retrouverez le baromètre du championnat avec les tops et les flops du week-end. Enfin, le foutoir mercato avec Paul Pogba tout proche d'un départ de Manchester et Samuel Umtiti séduit par l'idée d'un retour à Lyon. Mais avant cela, on va commencer avec la déclaration du jour. Elle est signée Kylian Mbappé à une semaine tout pile de la cérémonie du Ballon d'Or. Et regardez ce que déclare l'attaquant parisien. À mes yeux, il est le grand favori à titre individuel. Lionel Messi a été le meilleur cette année. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Mbappé? Est-ce que Messi mérite le Ballon d'Or cette année? Montrez-moi vos réponses. On ne parle pas de Messi à moi. Mané, Ballon d'Or. Pour Flo Gazan, non, il ne le mérite pas. Pour Pierre Boubi, pas en 2019, donc pas cette année. Pour Grégory Hacher, non. Également pour Vincent Deluc, non. Pour Jérôme Alonso. Et réponse le 2 sur la chaîne L'équipe pour ce petit faillot de Raphaël Sebaoun. Il ne le mérite pas, Messi. On peut dire quand même qu'à titre individuel, c'est peut-être quand même le meilleur joueur du monde. Mais en fait, la limite de la déclaration de Mbappé, elle se situe dans ces mots mêmes. Il le dit, comme vous venez de le reprendre, à titre individuel. Mais le Ballon d'Or, c'est pas seulement à titre individuel. Il y a quand même un peu l'idée du palmarès collectif qui rentre dans la note et qui rentre dans le jugement. Donc à titre individuel, à la question est-ce que Messi est le meilleur joueur du monde, la réponse est toujours oui. De toute façon, elle est à peu près oui tous les ans. Il n'y a pas beaucoup de changements. On peut toujours discuter avec Ronaldo, mais sa saison a été fantastique. Les statistiques le montrent, et pas que les statistiques. L'émotion qu'il a donnée, ça reste extraordinaire. Mais on peut pas faire comme si... En fait, Messi, il n'a pas tout réussi. Voilà ce qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que Messi... Barcelone n'a pas tout réussi. Oui, mais qui dirige Barcelone? Qui est le tyran de Barcelone? C'est Messi. Non, mais je veux dire, c'est pas juste un joueur. C'est lui qui décide avec qui il joue, et c'est lui qui décide comment il joue, et c'est lui qui décide comment les autres jouent. Donc, si Barcelone échoue collectivement, si Barcelone baisse collectivement, il en est un peu responsable. Donc, moi, je préfère récompenser un joueur de Liverpool, parce que quand Messi est éliminé à Liverpool, il est éliminé par meilleur que lui. Donc, il faut récompenser meilleur que lui. Statistiquement, il est comment, Raphaël, cette saison? Cette année, on va dire, Oui, année cette civile, année. puisqu'on récompense le meilleur joueur de l'année 2019. C'est le deuxième meilleur buteur. Il l'était à un temps, Lionel Messi, un meilleur buteur sur l'année civile 2019, mais doublé ces dernières semaines par Robert Lewandowski, un attaquant du Bayern qui n'arrête pas de marquer. Vous voyez, Messi, c'est 39 buts sur l'année civile. Il y a deux autres Français qui sont parmi les meilleurs buteurs. Vous voyez, Mbappé et Benzema, nommés tous les deux aussi au Ballon d'Or. Pierre Boubi, qui mérite plus le Ballon d'Or que Messi cette Sadio année? Mané, pour moi clairement, parce que déjà au niveau du Vous avez palmarès joué avec lui. aussi, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Tout ça pour avoir un maillot. Non, mais simplement parce que pour la Ligue des Champions, pour ce qu'il fait aussi avec son pays, pour toute la saison qu'il a faite, et puis tout son parcours, que ce soit avec Liverpool dans toutes les compétitions qu'il a faites. Pour moi, il a soulevé Liverpool à lui tout seul. Même s'il y avait Salah à côté avec Firmino, mine de rien, même quand les deux n'étaient pas là, lui arrivait quand même à sortir son épingle du jeu. Et puis je trouve que voilà, il n'y a pas... Pour moi, le Ballon d'Or, la Ligue des Champions est primordiale et puis c'est lui qui allait la chercher. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de concurrence si on reste objectif sur la saison de Mané. Même si, comme le dit Vincent, Messi, il n'y a pas de doute que de toute façon, il est dans le top, je veux dire top 2. Moi. Mais Dans le top 1 même. non, Ouais. top 2.
Mais voilà, pour moi, il n'y a même pas de débat, si vous voulez. Oui, mais on va le faire quand même. Alors, en tout cas, comme on est à une semaine tout pile de la cérémonie du Ballon d'Or, on pose la question à tout le monde, à chaque fois qui est le favori, à qui le donneriez-vous. Chacun a son avis. Et on a posé la question justement à l'entraîneur de Liverpool. Liverpool. Parti. Si vous donnez le Ballon d'Or au meilleur joueur de cette génération, donnez-le toujours à Lionel Messi. S'il le donne au meilleur joueur de la saison dernière, c'est Virgil van Dijk. Je ne sais pas exactement comment cela fonctionnera, mais c'est ainsi que je vois les choses. Si le Ballon d'Or est pour le meilleur joueur de tous, alors c'est Lionel. Le meilleur joueur de la saison dernière, c'est Virgil. Nous verrons bien. Mais alors, est-ce qu'on doit privilégier le talent, comme le dit finalement Mbappé, voilà, le Ballon d'Or doit revenir à Messi, ou alors le palmarès? Moi, je dis plutôt le palmarès. Et puis, de toute façon, moi, je pense aussi aux émotions, si j'étais votant, aux émotions que ces joueurs m'ont procuré. Et c'est vrai que Liverpool, et via Mané et Salah aussi... Oui, mais c'est Liverpool qui vous a procuré des émotions. Oui, mais je trouve qu'en plus, Mané a énormément progressé. On ne dit pas assez. C'est un joueur qui n'était pas aussi fort il n'y a pas si longtemps que ça. Et je trouve qu'il est devenu très fort très vite et qu'il a rendu Liverpool encore plus fort en progressant. Donc c'est pour ça que moi, je mets ma voix aussi pour Mané. On a l'impression qu'il assume son statut, en fait. Il assume son statut, il est très bon dans ce rôle-là. Alors évidemment, avec Salah, ça fait une paire absolument incroyable. Et pour le collectif aussi, voilà, je suis d'accord avec Vincent, ils sont tombés sur meilleurs qu'eux. Alors on ne peut pas dire, quand Messi est très bon avec le Barça, ben, c'est que grâce à Messi, et quand il est moins bon, ben, c'est pas de sa faute. Non, il est aussi responsable de la baisse de régime un petit peu du Barça. Ils sont tombés contre eux plus forts, on doit récompenser les plus forts. Et les plus forts, effectivement, c'est soit Salah un petit peu en dessous, soit Van Dijk, soit Mané. Et moi, je dis Mané parce que c'est le joueur qui a le plus progressé en plus. Par rapport à la concurrence, il est comment, Messi, cette saison à faire? En termes de palmarès, tout le monde en plateau l'a dit, hein, il y a ce titre de Ligue des Champions. Alors, on n'a pas mis tous les favoris, bien évidemment. On a mis les joueurs, les 4 favoris qu'on a désignés par ordre alphabétique. Voilà, pour pas qu'il y ait de petits soucis. Mané, Messi, Ronaldo et Virgil van Dijk. Vous voyez que Mané a gagné la Ligue des Champions, tout comme Van Dijk. Et on a mis Cristiano Ronaldo, vu que le palmarès compte. Et je sais que vous y tenez énormément, Estelle. Oui. Il a gagné le championnat d'Italie avec la Juventus et il a gagné la Nations League avec le Portugal, Cristiano Ronaldo. Ah oui. Mais tout à fait. Ça change tout. Et vous vous rendez compte quand même, Greg Hacher, que si jamais Messi n'a pas le Ballon d'Or cette année, ce sera peut-être, on aurait vécu peut-être, ben voilà, il y a 2 ans, le dernier Ballon d'Or de Messi, vous vous rendez compte? Je suis pas très inquiet à 41 buts en 41 matchs, il peut refaire ça encore. Ce sera un changement d'air. Oui, il est malin, hein, Klopp. Hein. Vous avez vu, il a dit Van Dijk parce qu'il s'achète la paix quand même. Parce que s'il dit Salah, il va avec ses Mané. S'il dit Mané, il va avec ses Salah. Donc, mais il aurait pu dire un joueur de Liverpool. Oui, mais il n'a pas été très malin là. Justement, il nous donne à manger, il vexe personne devant, il sait qu'il n'y a pas d'autres défenseurs derrière chez lui qui peut le gagner. Donc il est plutôt malin. Il n'a pas dit Alisson. Hein. Ça ne sera pas forcément le dernier de Messi, parce que son talent est toujours là. Moi, je reprends ce que disait Vincent. C'est le seul gars qui est capable encore, moi, de me faire vraiment hurler, sauter de mon canapé. Pour qui, là, si vous me dites... mais de l'argent, qui tu payes pour aller voir au stade? Moi, je paye pour aller voir Messi. Donc, mais c'est juste que sur cette saison... Ronaldo aussi, quand même, là. Oui, non, mais j'adore Ronaldo. Je vous l'ai mis régulièrement dans le podium. Je m'en fous, je suis invité. Là, si vous me dites, choisissez-en un. S'il faut vraiment faire le choix de Sophie, moi, je paye pour voir Messi qui va faire des petits ponts, des frappes. Parce que ce gars-là a procuré des émotions, comme peu l'ont fait. Et c'est toujours spectaculaire, vers l'avant. Enfin, il est magique. Après, sur cette saison, Mané, non seulement il a gagné la Ligue des Champions, et donc rien que vous payez pour voir Mané, quand même. Mais je le paye, mais moins que Messi. Mais sur cette saison. Mais en tribune. Mais oui, mais moi, pour cette saison 2019. Tu payes tout le temps. En latéral, tout le temps. Tu payes tout le temps. Je peux inviter. T'es jamais invité. Mais dans les virages. Il y a un truc qu'on n'a pas souligné, c'est que le Ballon d'Or, c'est sur l'année civile. La Ligue des Champions s'arrête s'arrête en juin. Oui. De septembre à aujourd'hui, Liverpool a 9 points d'avance sur City, 8 points sur Leicester, écrase le champion d'Angleterre, marche sur l'eau et Mané n'y est pas pour rien. Ça compte aussi, en plus d'être devant dans la première partie de saison. Alors évidemment, vous le savez, la grande soirée du Ballon d'Or, ce sera à vivre bien sûr lundi prochain sur la chaîne L'Équipe, lundi 2 décembre. Ce sera à partir de 17h donc dans l'équipe d'Estelle jusqu'à minuit et demi, ce qui nous fait donc 7h30 de direct pour vous faire vivre cet événement absolument exceptionnel. Bande annonce. C'est le rêve de tout footballeur. Lundi 2 décembre, la planète football aura les yeux rivés sur le théâtre du Châtelet. Présentée par Sandy Ribert et Didier Drogba, la cérémonie du Ballon d'Or 2019 récompensera le meilleur footballeur du monde, hommes et femmes. Le trophée Copa célébrera le meilleur jeune et enfin le trophée Yachine, le meilleur gardien. Vivez en direct et au plus près l'événement football de cette fin d'année. Dès
17h, l'équipe d'Estelle spéciale Ballon d'Or. 19h30, arrivée des joueurs et joueuses sur le tapis rouge. 20h30, cérémonie du Ballon d'Or 2019. 22h40, l'équipe du soir spéciale Ballon d'Or avec Olivier Ménard et ses chroniqueurs. Cérémonie du Ballon d'Or 2019, présentée par Sandy Ribert et Didier Drogba, lundi 2 décembre, en direct et en exclusivité sur la chaîne L'Équipe. Voilà, plus qu'une semaine à attendre avant la cérémonie du Ballon d'Or. Dans un instant, tiens, retour à la Ligue des Champions. On parlera du choc entre le Real et le Paris Saint-Germain. Est-ce que Thomas Tuchel doit mettre Neymar sur le banc? C'est la question qu'on se posera. Mais avant cela, le meilleur du sport de ce week-end, c'est le zapping. Up the rebound, long lead pass. Michael Porter Jr. MPJ turning on the Jets. MPJ flying high. Oh my. Final shot. Oh, le retour. Mais ça reste dans la bande du filet, c'était écrit. Raphaël Nadal qui s'effondre en plus sur ce logo. Davis Cup, il était écrit que l'Espagne allait l'emporter cette année avec son héros national. Jusqu'à 370 km/h, ces spécialistes de la chute libre sont d'immenses professionnels, Vince Ruffet et Fred Fugent. C'était une grande première du jamais vu en Chine. C'est un mini-avion. Voilà, c'est des ailes. Un homme qui devient un volant, des ailes avec 4 réacteurs. Il leur a fallu 14 vols. Oh mon Dieu, et il passe dans les pour passer dans ce creux totalement dingue, 130 mètres de haut. Retour au foot. Dans un instant, on parlera Ligue des Champions avec le choc entre le Real et le Paris Saint-Germain. Neymar doit-il aller sur le banc? Et puis bien sûr, la Ligue 1, le baromètre, les tops et les flops du week-end. Et puis on s'intéressera aussi à l'OM. L'OM devient-il un dauphin crédible? A tout de suite. Oui, de retour sur le plateau de l'équipe d'Estelle avec toute la bande. Il y a Grégory Hacher, Pierre Boubi, Flo Gazan, Raphaël Sebaoun, Jérôme Alonso et Vincent Duluc. Et on va parler du grand retour de la Ligue des Champions. Ça nous avait manqué quand même. Eh bien, c'est demain avec le choc Real Paris Saint-Germain. Le PSG déjà qualifié qui doit obtenir un point pour être sûr de terminer premier de son groupe. Et ce match s'annonce déjà comme un casse-tête pour Thomas Tuchel qui va devoir ou pas caser Neymar qui a retrouvé les terrains face à Lille. Et ça n'a pas été brillant, Raphaël. Non, il n'a pas fait son meilleur match, c'est sûr, avec le Paris Saint-Germain. Neymar, on vous a sélectionné quelques occasions. Regardez, c'est lui qui a le ballon, il rate une passe à la 19e minute de jeu. Une autre occasion à vous proposer, regardez, à la 31e minute. Il est à l'origine du deuxième but, même si là, il se fait reprendre par son vis-à-vis. L'action va se poursuivre. Ça va permettre au Paris Saint-Germain de marquer dans cette rencontre. Donc, mais regardez, au départ, il veut peut-être y aller trop seul. Il se fait reprendre. Neymar dans cette rencontre. Donc voilà, 2-0 à ce moment pour le Paris Saint-Germain. Nouvelle illustration, la 40e minute, il veut y aller seul. Aurait-il dû donner le ballon un petit peu là? Bon, derrière, il va être un petit peu agacé. Neymar, l'international brésilien, d'avoir été repris. Et puis, il a été ensuite sorti à la 65e minute par Thomas Tuchel. C'est un événement, 65e minute, une sortie de Neymar. Ça s'est rarement vu, voire jamais vu avec le Paris Saint-Germain. Vous voyez son match, sa note dans le journal de l'équipe le lendemain. 4 sur 10, 0 tir, 0 occasion créée par Neymar, donc en Ligue 1. Voilà, retour compliqué donc pour le Brésilien. Alors Thomas Tuchel doit-il sacrifier Neymar demain face au Real? Flo Gazan, il faut avoir de très grosses... quoi? Ailleurs. Ah d'accord, pour faire ça. C'est en allemand, j'imagine? Oui, voilà, vous avez compris. Vous avez fait un petit Google Trad, très bien. Non, non, pour Pierre Boubi, oui. Pour Grégory Hacher, sûrement pas. Pour Vincent Duluc. Sur ce match, il peut, et que ceux soulignés. Non. Pour Raphaël Sebaoun, je vous garde au chaud, Grégory, parce que vous êtes seul contre tous. Et je vais commencer avec vous, Jérôme Alonso. Est-il remis à 100% après 5 semaines, voire même 6 d'absence physiquement? Je ne suis pas sûr. Est-ce que Paris aura besoin de tous ses joueurs à 100% pour un match à Bernabéu? Oui. Est-ce que je suis pour faire jouer les meilleurs du moment dans un match comme ça?
Offensivement, oui. Et est-ce que Paris a déjà été très bon sans Neymar sur un gros match? Oui Vous aussi. m'avez gardé au chaud pour rien, parce qu'il a été Oui, mais très bon. vous ferez après. Donc du coup, sur ce match, dans ce contexte-là, je me garde Neymar au chaud en lui expliquant, ou en essayant de lui expliquer que voilà, c'est des choses qui arrivent et que c'est pas grave du tout. Donc Il va bien le prendre en plus. Donc effectivement, ou pas, mais c'est qui le patron? Heureusement qu'il comprend pas le français. Donc sur ce match-là, je trouve que ça serait pas un crime de laisser souffler Neymar, ou en tout cas de mettre les meilleurs, ce que je pense que Neymar n'est pas pour l'instant. Voilà. Mais Vincent, je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'on peut vraiment mettre Neymar sur le banc? C'est un peu comme si je vous demandais, est-ce qu'on peut mettre Cristiano Ronaldo ou Messi sur le banc? Mais ça va pas, mais jamais de la vie. Non mais il y a combien de matchs qui intéressent Neymar jusqu'au mois de mars, à condition qu'ils sont encore, Il y en a un. qu'ils soient pas blessés au mois de mars. Il n'y a que celui-là. Mais c'est le seul. Vous ne pouvez pas lui faire ça. Si vous faites ça, vous le perdez. Vous le perdez pour 1 mois et demi, pour 2 mois. On veut quoi de Neymar? On veut qu'il brille contre Metz et Montpellier. Et j'ai rien contre Metz ou Montpellier. Non, Neymar, il est là pour pour qu'il se passe quelque chose au PSG au printemps. Et en attendant, c'est aussi maintenant que se prépare le printemps. Et le seul match intéressant, c'est le Real. C'est pas possible de. Je pense que ça serait une faute de management majeure et une erreur politique considérable. Pour une fois, je suis pas d'accord. Mais alors, en Ligue des Champions, Raphaël, concrètement, est-ce que le PSG est meilleur avec Neymar ou sans Neymar? Ou Non, c'est pareil? alors c'est le cas en Ligue 1, on peut le noter, mais vous allez dire le PSG marque beaucoup de buts dans le championnat de France de Ligue 1. En Ligue des Champions, c'est quand même un petit peu différent. Il a manqué 7 matchs avec le PSG depuis son arrivée donc à Paris. Vous voyez que c'est kiff-kiff, 73% de victoire quand il est là, 71% quand il n'est pas là. En revanche, Paris marque plus, vous le voyez, lorsqu'il est présent donc dans ces rendez-vous-là. Et puis quand même, dans les 7 matchs sans lui et 71% de victoire, en fait, il y a des 4 matchs de 8e qui sont mal finis pour le PSG. Donc, oui, mais on ne sait pas s'il avait été là, ça aurait été différent. Oui, ça, on mais peut je veux dire, pas, voilà, pas savoir. l'aller-retour, en tout cas, c'était une défaite du coup. Si Neymar revient, qui va en faire les frais, Pierre Bouby? Parce qu'évidemment, on ne peut pas jouer à 12. Moi, j'aimerais que personne en fasse les frais. Oui, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si, j'avais déjà devancé votre phrase. C'est possible parce que je me dis que Di Maria, avec ce qu'il fait depuis le début de l'année, depuis même un an, j'ai l'impression qu'on peut le mettre arrière droit, il va finir avec 2 buts et 2 passes dès la fin du match. Ok, donc lui, on le garde. Non, mais moi je le mettrais, mais je le mettrais peut-être un peu plus bas et puis voilà, faire. Mais on enlève qui? Non, mais après c'est le jeu de la chaise musicale, mais moi je suis pas coach de toute façon. Non, mais je suis pas coach, mais moi je mettrais les 4 déjà parce que. D'accord, mais donc vous enlevez qui? Un milieu. Ah oui, merci. C'est lequel? Marquinhos. Est-ce que tu mets derrière? Je mets derrière. Et t'enlèves qui? Donc c'est Kimpembe la réponse. Pour moi, oui. Tu vas finir par enlever Navas avec ton truc. Pour moi, oui. Mais honnêtement, après, c'est pas la question. De toute façon, je suis pas là pour faire la compo, on est d'accord. Donc, mais non, mais Neymar, je suis complètement de l'avis de Vincent. Je me dis que de toute façon, c'est là qu'on l'attend. Il est prévu pour ça. Le seul souci que j'ai, moi, c'est par rapport à sa blessure. J'ai peur qu'il soit pas prêt tout de suite et qu'il ait peut-être une rechute ou un truc comme ça. Donc t'es un peu d'accord avec vous deux finalement? Non, je suis pas d'accord avec vous deux parce que pour moi c'est prioritaire qu'il soit titulaire. Peut-être le faire sortir. Pour 2 mois, tu fais comment? Non, mais mais pourquoi tu le perdrais pour 2 mois? Tu peux plus le perdre 2 mois avec la tête plutôt qu'avec le corps. Tu le fais jouer 60 minutes. C'est très beau ce que vous dites. Ça c'est vrai. Moi j'arrête là-dessus alors. Ah oui, c'était très bien. Non, mais arrête ta carrière là-dessus. Vous avez dit, Pierre Bouby, voilà, le PSG peut jouer avec les 4 fantastiques, on va dire. Et bien la question a été posée à Thomas Tuchel juste après la victoire du PSG face à Lille. Écoutez la réponse de l'entraîneur parisien. Oui, si on peut jouer avec les 4, on doit essayer. On doit essayer, mais c'est une petite différence entre confiance et trop de confiance. C'est pas facile, peut-être on doit jouer un 4-2-3-1 avec les 4 joueurs, c'est possible. Pour la structure, c'est peut-être possible, mais sur le terrain, on doit peut-être essayer ou entendre, mais on doit vraiment réfléchir si on peut jouer et équilibré ou c'est un peu trop offensif. Bon, c'est possible de jouer avec les 4, mais on ne le sent pas chaud sur ce sujet. Raphaël, vous avez préparé des compos probables. Voilà, beaucoup de compos probables. Déjà, on part du principe, mais je crois que tout le monde autour du plateau, sauf Greg, ne veut pas que Neymar joue. Bon, et Jérôme. Non, moi non plus. Voilà, et Jérôme aussi. Donc, regardez juste. Voilà. On part du principe que Neymar n'est pas là. C'est très simple, c'est du classique, c'est comme d'habitude. On met pas Neymar, le 4-3-3, Mbappé, Icardi, Di Maria devant. Ça, c'est la première solution. Après, vous voulez intégrer Neymar dans cette équipe. Vous enlevez un milieu de terrain, donc c'est Kimpembe qui est bien le sacrifié puisque Marquinhos redescend en défense. Donc Neymar au cœur du jeu avec Icardi, Mbappé, Di Maria, tout le monde joue devant, tout le monde est content. Après, il y a la solution du 4-3-3 où vous enlevez
Di Maria. Mais bon, Di Maria, en ce moment, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Vous mettez donc Neymar sur le côté à la place de Di Maria. Ça, c'est une solution. La quatrième solution, c'est d'enlever Icardi, qui est le dernier venu dans cette ligne offensive du Paris Saint-Germain. Mbappé, Di Maria donc présent. Et donc Neymar en position d'avant-centre. Ça avait été le cas contre Bordeaux. Sinon, vous mettez Mbappé, Neymar. Enfin voilà. J'ai pas fait ma compo. Pardon? Il n'a pas fait ma compo. À 12, ta compo à 12. C'est pas comme ça, moi. Oh bon, écoutez, c'est Si c'est la même. Moi, je vois bien une compo sans Meunier. On a enlevé Kimpembe. Non, Pierre, il voulait dire avec Di Maria dans un 4-3-3 relayeur. Avec Di Maria relayeur. Comme au Real. C'est vrai. Tu l'as franchi, toi. Grégory Hacher, vous allez vous transformer en Thomas Tuchel et vous ne mettez pas, demain, vous ne mettez pas Neymar. Au J'entendais risque de fâcher. J'entendais les égos, arguments de etc. Vincent Deluc qui m'a regardé avec un petit sourire. Démerde-toi, mon bonhomme, après son argumentaire excellent. Mais il y a un truc, c'est que tu as dit quel match va intéresser Neymar. Mais en fait, moi, je ne le prends pas sous le prisme de Neymar. Je pense qu'on s'en fout quel match va intéresser Neymar. Ah bah non. Moi, je pense que quel match va intéresser Thomas Tuchel, quel match va intéresser le PSG. Bah, et tous, après, j'espère. quel match va intéresser Mais ça Neymar. revient au même, c'est le match qui intéresse tout le monde. Je pense que Donc le match qui intéresse tout le monde, tu ne peux pas jouer la seule star de l'équipe. Non, je suis Enfin, pas l'une des d'accord, deux Vincent, stars parce de que l'équipe. moi, je suis pas d'accord parce que là aujourd'hui, Icardi, c'est un but, un match dès qu'il est sur le terrain. Alors il n'y a plus qu'à pousser, mais il est là quand il faut le faire. Il est indispensable. Di Maria, tu l'as dit, c'est Jésus, il marche sur l'eau. Il est indispensable. Mbappé, tu ne le sors pas. Et tu as enfin trouvé au PSG, après 6 années d'errance, un milieu de terrain qui semble être solide, comme quasiment en 2013 quand ils avaient ça. Avec ce Marquinhos, Gay, Verratti. Tu ne sors pas Verratti. Tu ne sors pas Gay. C'est une fallait le vendre, évidence. hein, s'il faut le faire jouer. Non mais il va revenir, il bousculera, il a le temps d'avoir de l'aspirine et de se prendre la tête. Là aujourd'hui, tu as des certitudes avec ce match-là et tu as surtout énormément de points d'avance. C'est-à-dire que même, et c'est pas l'objectif, même une défaite ne remettrait quasiment pas ou ne remettrait pas en cause ta première place. Donc ce match-là, il est important, oui pour Neymar, mais il n'est pas si important que ça. Dans l'ordre pour le PSG et pour Neymar. Donc moi je suis persuadé qu'aujourd'hui tu imagines ton momentum, c'était joueur du moment. Neymar sur le banc. Mets-toi à la place du clan Neymar, on va dire collectivement. Bah oui. Non mais c'est important. Oui, mais c'est important. pas On ça voit qui bien compte. que depuis le début du feuilleton, depuis qu'il est signé à Paris, il a quand même une importance qui dépasse son importance de Mais les temps joueur. ont changé. Regarde On voit le très bien brassard qu'au niveau cet été, il a mondial, la marque Neymar, elle est plus forte que la marque du PSG. Et là, le jour où il y a Real PSG, Neymar qui revient en Espagne, dont on a parlé pendant tout l'été en Il était Espagne, la semaine il va être dernière, sur le banc. Mais Neymar, c'est inenvisageable. Real PSG pas en 8e ou en quart. Ça fait Real rien. PSG avec 5 points d'écart en poule. Mais ça fait rien, Quand le les symbole, qualifiés le jouent, symbole que ça représente. Moi, je pense que Mais c'est ça fait partie du sport. Je pense que c'est plus important pour Tourelle et le PSG de s'affirmer que pour le clan Neymar Non mais, d'ouvrir sa bouche. Jérôme, tu as été joueur. Ah, voilà. Tu vas pas me dire que toute ta carrière, Non, mais les choix des entraîneurs ont reposé que sur des critères sportifs. Non, mais sur ce match-là, tu peux, sur ce match-là, Ouais, ce match-là, tu- celui-là. ce match-là, mais effectivement, j'entends bien. Et puis, c'est pas le match de l'année non plus. Tu vas le Effectivement, faire c'est jouer vrai. Galatasaray ou Bruges ou. Mais l'objectif, Monaco. l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'aller loin avec ce joueur. Eh oui. Alors effectivement, où tu considères que si tu le fais pas jouer demain, tu le perds. Alors moi, quand même, j'ai du mal à entendre ça. Mais bon, Non, mais pourquoi pas? attends. Il y a un truc Pourquoi que je comprends- il y a un Non, mais truc et si que vous je le faites pas comprends jouer demain et qu'il se blesse contre Monaco, enfin, Il y a oui, un je veux truc qui dire. se blesse. Non mais Jérôme, Non, mais- il y a un truc que je comprends pas dans ton Dis-moi. discours, c'est qu'est-ce qui t'empêche de le mettre titulaire, de le sortir avant la fin, plutôt que de le faire rentrer en deuxième partie? Oui. C'est pareil. Mais parce qu'on se pose Pourquoi la tu commences question. pas justement avec dès le début pas pareil en termes d'image. Pourquoi tu sacrifies un mec qui mérite Mais pas tu de sortir? sacrifies personne. Ah si. Non, t'es pas obligé de sacrifier. Je te l'ai montré tout à l'heure. Bah, ouais, toi, non, il C'est était moi pas. qui fais la Eh, compo, pardon, là. Il non. sacrifie juste Kimpembe. Mais vous c'est vous pas rendez compte grave. de sacrifier le milieu à 3 qui Oui, mais marche. Greg, Attends. la limite de ton raisonnement, c'est qu'en fait, comme les autres sont bons, il faut pas qu'ils reviennent. Mais si les autres Pour le sont bons moment. toute l'année, il revient jamais. Non, pour le moment. Parce que Mais lui, pour quand le il moment sera et dans revenu- un mois, il revient pas non Quand il plus. sera revenu à 100% et qu'il fera un autre match que celui qu'il nous a montré vendredi soir, alors C'est normal il sera qu'il fasse ce titulaire match-là, indiscutable. Alors, juste, Jérôme Alonso, est-ce qu'aujourd'hui, parce que là on voit bien que c'est quand même un souci, est-ce qu'aujourd'hui Neymar est un problème pour Paris finalement? Absolument pas. Mais absolument pas, au contraire. Alors là, pour le coup, sur la qualité du joueur, est-ce que ce joueur doit et va apporter au PSG pour les 7 mois qui restent? Je rejoins à 100% Vincent et Pierrot. Et je Je les dis rejoins juste avec que toi, hein. sur ce match-là, C'est très beau de se rejoindre tout le monde. tu peux aussi considérer l'intérêt majeur du club et physiquement du joueur que j'ai trouvé très emprunté et très lourdeau Oui, parce qu'il contre faut qu'il lui. joue. Ah ben faut qu'il joue. Et donc vous le Alors renvoyez quand ça va cartonner contre Madrid. Moi je dis que juste, je me permets de dire justement, sportivement, c'est pas une hérésie de laisser sur le banc sur ce match. Et moi je préfère, dans mon sens que dans le tien, je préfère le faire rentrer Voilà. que de le faire débuter quand ça va taper fort à Madrid. C'est Oui, tout mais ce en que je termes dis. d'image, il y aura moins de soucis Ah bah si alors vous le ne faites jouons débuter. que pour l'image. et puis c'est Pour qui parfait, l'image, d'accord. Estelle? Pour lui. Mais On même veut pour le Neymar. club. Mais pas pour le club. mais c'est C'est pas le que moment d'être l'image. fort. Ils ont repris la main. Mais quand t'es le PSG, quand t'es n'importe quelle équipe, quand t'es Barcelone et que tu fais pas jouer Messi, quand t'es la Juve et que tu fais pas jouer Ronaldo, quand t'es le PSG et que tu fais pas jouer Neymar, tu as des ennuis.
avec tes stars. C'est comme ça. C'est vieux comme l'histoire du foot. Les joueurs majeurs ont toujours eu droit à des égards et Neymar a droit à des égards. Sauf qu'ils en ont d'autres qui sont extrêmement majeurs aussi. Alors, un degré moins que lui. Mbappé, franchement, c'est kiff-kiff. Hein. Mais bien sûr, mais il a les mêmes égards, Mbappé. Moi, je trouve que sportivement, ça n'a pas de sens. Tu vas pas y arriver, Greg, laisse tomber. Que ce match-là, de sacrifier le milieu à 3 des joueurs. Pourquoi il y arrive? Je ne comprends pas pourquoi. C'est pas leur argument, il se tient, mais il n'est pas 100% meilleur que le nôtre. Enfin, je te dis, non mais 90. Viens, je te fais un octogone, viens, je te prends. Tu crois que j'ai peur? Bon, en tout cas, on va revenir sur le match face à Lille où effectivement il n'a pas été flamboyant. Raphaël nous a montré les statistiques tout à l'heure et on a posé la question à son capitaine Thiago Silva sur justement le match de Neymar face à Lille. Écoutez sa réponse. Moi, je crois qu'il était bien. Il était bien. Bien sûr que ça manquait. La qualité technique, parce qu'il y a beaucoup de temps sans jouer. Il manque aussi un peu physiquement. Mais je crois que petit à petit, il va revenir parce qu'il a toujours la qualité. Il peut être à 100% mardi? Je crois qu'il pas à 100% parce que c'est difficile. Peut-être qu'il y a 70%, 80%. Et avec sa qualité, bien sûr qu'il va beaucoup nous aider. Neymar a toujours un phénomène dans le terrain. J'espère qu'il pour mardi peut être prêt à 100% mentalement, parce que physiquement, bien sûr qu'il va être pas ça. Voilà, Neymar sera plutôt à 70-80% selon Thiago Silva face au Real s'il est titulaire. Petit souci face à Lille, c'est que Neymar a joué effectivement avec Icardi, avec Mbappé et on n'a pas senti une grande cohésion. Alors, entre Di Maria et Neymar, il y a un lien parce qu'ils ont déjà joué ensemble, etc. Quand on regarde un petit peu les échanges de passes, vous voyez que Neymar et Di Maria se sont trouvés, 8 passes échangées, 6 passes échangées. Vous voyez qu'en revanche, pour l'instant, la relation technique entre Neymar et Icardi, elle n'existe pas vraiment. Il n'y a eu qu'une seule passe de Neymar pour Icardi et à l'inverse, Icardi a retrouvé 2 fois Neymar. Pour l'instant, il y a peut-être, sur ce trio offensif, un manque de lien entre Neymar et Icardi, mais ça peut venir. Est-ce qu'on est sûr que ça va marcher, d'ailleurs, Neymar et Icardi mais c'est surtout que Neymar, là, il n'a pas été utilisé dans la manière dont Tourelle l'a utilisé la saison dernière. Ouais. Ce qui a vraiment transfiguré et le PSG et Neymar l'an passé, c'était sa position axiale. Et c'était cette liberté absolue qui lui était accordée. Si c'est pour revenir dans un côté, c'est sûr qu'il va être plus dans des logiques de duel et qu'on verra un peu plus, peut-être qu'il n'est pas prêt. Mais là où il était intéressant, c'est quand il était libre. Moi, je pense qu'il faut lui rendre la liberté. C'est vrai que le 4-2-3-1 Alors, vous sacrifiez va bien. qui, Vincent? Moi, je sacrifie Gaï. Voilà, je vous dis tout. Je sacrifie Gaï. Oui. Je vous le dis. J'ai trouvé qu'il avait il a fait un match exceptionnel à l'aller. Je t'admirais. Mais... Et depuis, je trouve que c'est un petit peu moins bien. Voilà. Il s'est blessé. Je sacrifie Gaï. Il s'est blessé. Je vais brûler le selfie que j'ai avec toi. Il s'est blessé. Et peut-être que, comme vous l'avez dit pour Neymar, il y a d'autres matchs qui l'intéressaient peut-être un petit peu moins que les matchs face au Real, Vincent. En tout cas, beaucoup de gens ont donné leur avis sur la présence de Neymar ou pas demain face à Madrid. C'était le cas de Michael Landreau, pendant le match justement entre le Paris Saint-Germain et Lille. Et regardez ce que déclare l'ancien gardien parisien. S'il met des joueurs qui carottent comme Neymar contre Lille parce qu'il n'a pas fait le match collectivement vendredi soir, par rapport à la notion de groupe, c'est compliqué. S'il met Neymar à Madrid, ça veut dire qu'il y a des statuts. Ça, évidemment, quand il dit il, c'est Thomas Tuchel. Et bon, on peut se dire que c'est quand même dommage d'être dans le foot depuis aussi longtemps, de faire comme si ça n'existait pas et comme s'il ne savait pas que ça existait. Quoi. Non, mais... Je pense qu'il y a des fois, ça l'est arrangé qu'il y ait des statuts quand même. Mais bon, passons. Au-delà de ça, il revient de blessure. Le gars s'est blessé pendant un moment. Il allait pas être à 100%. Comme ça, le premier match, c'est normal qu'il reprend ses marques. Juste pour préciser qu'un des meilleurs matchs du PSG en Champions League contre un gros, c'est Liverpool au Parc l'année dernière. Il y avait les 4 offensifs. Voilà, donc c'est possible. Et franchement, depuis combien de temps on n'a pas été autant excité par une composition d'un club français en Coupe d'Europe ou même en championnat? Jamais de ma vie. Depuis le temps qu'on attend. Non, mais ils n'ont pas joué ensemble. Vous en faites un chouïa-fou peut-être. Mais vous avez avoué que vous avez hâte de connaître la compo. Oui, et alors d'ailleurs, Thomas Tuchel sera en direct dans cette émission. Voilà, passe décisive. Là, dans quelques minutes, et évidemment, on lui posera la question et on verra ce qu'il répondra. Je voudrais juste vous montrer également la déclaration de Vicente Lizarazu. Donc, pareil, même question. Est-ce qu'il faut mettre Neymar titulaire demain? Il dit moi, je mets Icardi, Di Maria et Mbappé. Je mets pas Neymar. Il a été absent 6 semaines. Il a rejoué contre Lille et pas très bien. Il faut le faire monter en puissance tranquillement. Il est fragile. Il a eu des blessures. Il ne faut pas le titulariser mardi. Il n'est pas encore dans le rythme. Donc, pour l'instant, il y a quand même plus de gens qui réclament la non-titularisation de Neymar que sa titularisation. En tout cas, si par exemple Thomas Tuchel venait à mettre les 4 offensifs, les 4 fantastiques, comme on dit, est-ce qu'il faudrait quand même demander à Neymar de faire un peu d'efforts défensifs et la même chose à Mbappé? Parce que, effectivement, quand on voit Icardi, Neymar et Mbappé, on sent quand même que Verratti et Gay, ils vont avoir du boulot. Si c'est le 4-2-3-1,
effectivement, les deux de côté et Neymar devront faire quelques efforts. Et effectivement, ça serait Kimpembe sacrifié puisqu'on retrouverait la charnière Marquinhos Silva. Donc effectivement, encore une fois, cette compo elle a marché. Elle a marché parce que les gars ont fait des efforts, beaucoup d'efforts contre Liverpool. Donc oui, effectivement, ça demandera un peu d'efforts, mais elle est tellement belle avec ses 4 offensifs devant. Bon, effectivement, ce sera Icardi plutôt que Cavani, forcément, maintenant. Mais moi, j'adorerais qu'il le tente, ça, sur un gros match. J'adorerais qu'il le tente. Bah écoutez, on aura peut-être plus d'infos dans quelques instants avec Thomas Tuchel qui sera donc en conférence de presse du côté du Real Madrid. Dans un instant, la 14e journée de Ligue 1. Il y aura le baromètre, bien sûr, les tops et les flops du week-end. Il y aura l'Olympique de Marseille. Est-ce que l'OM devient un dauphin crédible? Mais avant cela, place à Pierre-Antoine Damecourt et à la petite lucarne. C'est parti. Salut Cowboy. Salut toi. Bah non mais c'est la même couleur. Bah voilà. Ah bah ouais. Vous êtes assortis. Ça va pas. Je repars. Ah ouais, va mettre autre chose. Non mais attendez, regardez Greg Hacher. La semaine dernière, il est en 3 pièces. Je le savais. Là, le mec, il vient en schlag. Non mais. J'appelle Greg, y a pas de problème. On ne vous entend pas. On ne m'entend pas. Alors voilà, bah, c'est très bien qu'on l'ait pas entendu. Ah, Risoli. Voilà, t'es puni. Macronie. T'es puni. Risoli. T'es puni. Ah, j'aime bien. Alors, c'est pas mal comme ça. On dirait l'ancienne. Alors, bonsoir à tous. Ça commence bien. Allez, on démarre avec notre tour des terrains, s'il vous plaît, c'est parti. Allez, et regardez un gardien qui a regretté être montré sur le corner de Veracruz de Chivas. Mais non. Il aurait pas dû. Et en coupe, regardez, il est content. En coupe du Portugal, on a vu un autre très beau geste signé José Oliveira avec Santa Clara. Bon, samedi, la folie s'est emparée du Brésil avec la victoire de Flamengo. Vous avez vu ce monde? Mais c'est dingue. Et la folie est arrivée jusqu'à Paris. La folie est arrivée jusqu'à Paris où Neymar était intenable. Il va se claquer. Il va se claquer, il faut qu'il fasse gaffe. Alors que du côté d'Adriano, regardez, c'était des larmes de joie. Oh, caralho. C'est parce qu'il a signé au Havre, non? Les U23 égyptiens sont arrivés en mode Casa del Papel samedi pour braquer la CAN. Ouais, ils ont un peu 2 ans de retard sur la mode, mais en tout cas, ça a marché, ils ont gagné. Roger Federer est arrivé en Équateur avec Zverev. Ils se sont dit, allez, on se fait un petit tennis. Génial ça. Ouais, bon, j'aurais pu mettre un tennis un peu plus lourd, en terrain de... Voilà. Et enfin, regardez le parachutiste Scott Isco, il s'est dit c'est relou d'atterrir sur la pelouse, je vais atterrir. Non. Eh oui, derrière le mec en moto. Bravo à lui. Alors est-ce que mon micro marche? Si je fais comme ça, vous m'entendez? Non. Vous ne m'entendez pas? Je continue. Le tyrolien. Estelle, la petite lucarne, avait envie de vous faire plaisir pour votre retour. Et là, les amis, je crois que c'est la séquence, la meilleure séquence de la saison. C'est bon, ça marche. On se sent libéré, délivré. Alors au début on a cru à une vanne, mais en fait pas du tout, ça s'est passé samedi au Mexique lors d'un match du championnat entre le Puebla FC et Necaxa. Alors attention, vous ne verrez plus jamais la VAR comme avant après ça, regardez. Christian Tabo marque un but, voilà, nickel, pas hors jeu, rien du tout, il célèbre comme ça. Et là les arbitres, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez voir, ils utilisent la VAR, pourquoi? Mais non. Eh oui, pour voir s'il s'est agrippé les parties intimes. Je vous assure que c'est vrai. Il a pas touché. Alors, dis donc Bernard, regarde, il a touché les parties. Non, il a ou pas touché. J'ai pas touché. Regardez, ils ont fait avant-arrière, comme pour un but, comme pour un hors-jeu. Il a pas de slip. Et finalement, il n'a pas touché ses parties intimes. Voilà, donc là, il est allé regarder Et voilà, la partie continue. Est-ce que le but aurait été refusé sinon? Oui, non, mais il aurait pris un rouge, apparemment. Donc on peut mimer de s'agripper les parties, mais on ne peut pas agripper ses parties. C'est bon à savoir. Et celle d'un adversaire évidemment. Oui. Les amis, je sais qu'elle vous a manqué toute la semaine dernière. Elle n'était pas là. Je veux bien entendu parler de la Ligue 1. Désolé Estelle, qui fait son grand retour. C'est l'heure de notre Ligue 1 conf. C'est parti. C'était... Ça sent pas Non, on n'a pas d'argent. Tu as vu ça? Tu as vu? Il est urgent d'attendre, de ne rien changer. La Ligue 1 conf et on commence avec Paris qui recevait Lille et en zone mixte. Vous allez voir que Thiago Silva et Thomas Meunier ont été super contents parce qu'ils ont eu plein de questions sur leur performance personnelle. Comment vous avez trouvé sur le terrain Neymar pour son retour? Comment vous l'avez trouvé sur le terrain? Comment vous jugez sa performance? Il était frustré de sa performance? Il peut être à 100% mardi? Il était dans les vestiaires quand vous êtes rentré à la fin du match? Allez, du coup, c'est bon, on part des questions sur soi-même. Mais ils ont répondu, c'était sympa, ils ont répondu sur Neymar. Direction Marseille qui recevait Toulouse.
Non, c'est Marseille qui se déplaçait à Toulouse. Mais bon, avec les supporters, on n'a pas trop compris. Bref, Bertrand Latour était... je m'enfonce là. Bertrand Latour était en zone mixte. Et vous le savez, en zone mixte, c'est un peu une lutte acharnée pour que les joueurs s'arrêtent. Et Bertrand est content parce qu'il a eu Bounassar. Coup de bol, il s'est arrêté juste devant lui. C'était compliqué. Il arrive, Bouna. Voilà. Sauf qu'il va se décaler petit à petit vers les collègues. Hop là, et Bertrand va pas aimer du tout, regardez. Oh. Attendez, on peut réécouter ça, s'il vous plaît? D'accord. Alors, entre Karine, qui fait le corbeau en zone mixte, et Bertrand, qui fait la mitraillette, on a du beau monde. Ah là 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 là. Mais vous allez voir, Bertrand a eu son petit mot de Bouna, mais pas de chance, il s'est embrouillé avec Payet. Enfin, tu t'embrouilles, quoi. Victoire possible ce soir de Marseille. Paf. De Marseille. Paf. Fais le voyou, toi. Fais le voyou, toi. Et voilà. Et puis, Bertrand, la zone mixte, c'est un peu comme les boîtes de nuit. C'est embrouillé par les videurs. Ok, monsieur. Allez. Hop là. Vous reculez encore. Et vous mettez ça en place. Voilà. Je peux vous dire qu'il est plus tranquille en boîte. Hein, ça, c'est... Et une petite astuce, si vous en avez marre de parler à la presse, faites comme Boubacar Camara utilisait Steve Mandanda. Et hop, partez avec lui. Voilà. C'est fini, gros. Et on ne peut pas finir cette Ligue 1 Conf sans parler de Christophe Galtier et ses pauses au milieu de ses phrases. Enfin, c'est magique, hein. Voilà, il s'arrête, quoi, tout simplement. Et alors là, ce week-end, je pense qu'on a passé un stade dans l'arrêt au milieu de la phrase. En étant tout à fait transparent. Christophe? On va y aller. Voilà, ils ont été sollicités. Oui, Christophe? Et alors là, vous allez voir, record du monde, international. Entre Nuno et Mike. Rebranchez-le. Ouais, je pense qu'il... Mais on sait pourquoi il est en décalage. C'est une question aussi de décalage horaire. Voilà, il est en décalage horaire avec les journalistes. Bien sûr. Vous le savez, il n'y a pas que les pros qui ont le droit à leur zone mixte. Il y a aussi le foot amateur, c'est dans la petite zone mixte. C'est parti. Jérémy, s'il vous plaît, pourquoi vous prenez pas votre douche avec les autres? Michael, en 17 ans de carrière, c'est votre premier but de la tête. Vous le dédiez à qui ce but? Je dédie ce but à mon défenseur qui m'a fait la courte échelle ce soir. Vraiment, je voudrais le remercier. Bonne soirée à tous. Mais parce que là, j'ai oublié mes affaires de douche. Si, j'ai oublié mes affaires de douche, sinon je les prends. Quand on était en déplacement, j'avais... Vous insinuez quoi? Que j'ai une petite... Bah ouais, je peux vous la montrer si vous voulez. Jérémy, un petit mot s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai que ce soir, il était décisif. Devant, derrière, à droite, à gauche, et passement des jambes et tutti quanti, c'était bien. Jérémy, pourquoi vous portez le survêtement de l'Italie alors que vous jouez au FC Poitou? Attendez, là, ça fait plus technique, non? Non? Ça fait plus technique, là, qu'avec le survêtement du FC Poitou, quand même. Non? Alors, allez, arrivederci. Lasciatemi cantare. Non, je me calme pas, je peux prendre ma douche chez moi aussi, non? Tout seul. Et on se quitte avec le petit qui a vu d'un peu trop près une pom-pom girl hier soir. Ah oui. Allez. Oh, il mangeait ses frites. Merci Pierre-Antoine. Et merci à Béric Pierre-Louis de préparer cette chronique avec Pierre-Antoine tous les soirs. Retour de la petite lucarne demain à 18h10. Dans un instant, on parle de la Ligue 1, 14e journée. Il y aura le baromètre, les tops et les flops du week-end. Et puis l'Olympique de Marseille, 3e victoire d'affilée pour l'OM. L'OM devient-il un dauphin crédible? À tout de suite. On est de retour dans l'équipe d'Estelle et bien sûr, on va s'intéresser à la Ligue 1, 14e journée ce week-end et la victoire de l'Olympique de Marseille hier face à Toulouse. 3e succès d'affilée pour les Olympiens qui s'accrochent à leur place de dauphin, Raphaël. Et la victoire donc à Toulouse 2-0. On va voir les deux buts inscrits par l'Olympique de Marseille durant cette rencontre. Le premier à la 76e minute. Regardez sur cette action de jeu de l'Olympique de Marseille. Dimitri Payet va trouver Dario Benedetto dans la profondeur. But de l'Argentin donc qui va délivrer l'Olympique de Marseille dans cette rencontre. On revoit la belle passe de Payet pour Benedetto donc qui ouvre le score. Et le deuxième but est inscrit par Radonjic sur une passe de Valère Germain. Radonjic qui termine bien le travail et donc qui scelle cette belle victoire de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Toulouse.
Voilà, les Marseillais heureux après évidemment cette victoire face à Toulouse. Écoutez, Bounassar et Valentin Rongier à l'issue de cette rencontre. Je pense qu'on a brossé un signal, on a montré qu'on était capable d'enchaîner à l'extérieur, ce qui n'a pas forcément été le cas par le passé. Donc voilà, on est dans une bonne position pour mieux préparer le match de Brest. Mais je pense que c'est pas anodin, ça montre qu'en ce moment tout va bien. Mais pour moi, c'est aussi qu'on fait ce qu'il faut pour que ça aille dans ce sens-là. Et il faut qu'on continue surtout, qu'on ne s'arrête pas parce que le chemin est encore très long. Et Marseille, deuxième du championnat. Alors l'OM devient-il un dauphin crédible? Montrez-moi vos réponses. Il y a beaucoup de dauphins crédibles. La Ligue 1, c'est le Grand Bleu. Pour Flo Gazon, oui. Pour Pierre Boubi, oui. Grégory Hacher, c'est la Ligue 1 qui n'est pas crédible. Bon, c'est dur, Vincent, quand même. C'est vrai. Non, j'ai vu les matchs. Juste. Comme tout le monde, c'est-à-dire comme tous les autres clubs. Bah, presque. Bah voilà, donc ça revient un peu à ce que dit Vincent. Et oui, pour Raphaël Sebaoun, vous voulez dire que Marseille, pas plus qu'un autre finalement? Marseille en ce moment plus qu'un autre, oui. Mais c'est vrai que quand on voit le champ des possibles, quand vous gagnez 3 matchs, vous êtes sur le podium. Même une équipe qui est 15e aujourd'hui, on se rend compte que voilà, on parlait plus de Bordeaux il y a 3 semaines de ça. 6 mois. Au pied du podium. Saint-Etienne était 20e avant l'arrivée de Puel, aujourd'hui ils sont au pied du podium aussi. Voilà, donc même si on ne se régale pas toujours avec Marseille, oui, ce Marseille-là est crédible parce qu'il est solide, parce qu'il se passe un truc depuis le mois d'août. Alors même si on ne se régale pas tous les matchs, honnêtement, il émane de cette équipe. Oui, mais depuis, au niveau de l'état d'esprit, il émane de ce groupe quelque chose d'extrêmement positif. Alors c'est vrai que d'où ils viennent, c'était pas très dur en même temps. Mais il émane de ce groupe, et grâce à Villas-Boas, je trouve, un état d'esprit extrêmement positif. Ils savent gagner en n'étant pas bons. C'est aussi une vertu qui n'est pas achetée par les temps qui courent. Donc oui, c'est au même titre que 5-6 autres équipes, un dauphin parfaitement crédible. Et il y a un autre argument, c'est qu'ils gagnent cette année, cette saison contre les grosses écuries. Allez, regardez, il y a eu 15 points de prix sur 18 possibles. On a sélectionné Nice, Saint-Etienne, Monaco, Lille et Lyon. Non, mais c'était censé être un gros. Juste, je ne sais pas si on peut voir le tableau, les victoires de l'Olympique de Marseille cette saison. C'était des matchs que la saison dernière, ou il y a 2 saisons, l'OM ne gagnait pas. L'OM ne gagnait pas face à Monaco, l'OM ne gagnait pas face à Lyon, l'OM ne gagnait pas face à Lille. La tendance s'est inversée depuis l'arrivée de Villas-Boas. Et concrètement, Vincent Duluc, est-ce qu'il y a aujourd'hui, j'enlève le Paris Saint-Germain, on ne les compte pas, est-ce qu'il y a aujourd'hui une équipe plus forte que Marseille en Ligue 1? Plus forte qu'une équipe qui a plus 1 de différence de but après 14 journées? C'est possible. Alors qui est plus fort? Non, mais c'est possible. Mais hier, Marseille a eu un peu de chance dans le scénario. Comment t'as pas répondu à la question? On se compte 10. Non, parce que pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. On croit à Monaco 15 jours et c'est fini. On croit à Lyon 15 jours et puis c'est décevant. On est dans les 15 jours de Marseille actuellement, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc tout ça est assez instable. C'est compliqué de croire à quelque chose. Pour l'instant, il n'y a pas une équipe qui a été fichue d'être bonne pendant 1 mois de suite. À part même le PSG. Hein. Mais Paris a déjà 3 défaites quand même, c'est énorme. Ouais. Mais la Marseille, c'est 3 victoires consécutives quand même. Oui, mais dans le jeu, contre Lyon, c'est une mi-temps au max, mais au moins il y avait d'agressivité. À Toulouse, hier, c'était très faible. Donc, et ils jouent 11 contre 10 pendant 1 heure. Donc, et Mandanda fait un arrêt énorme. Voilà, donc c'est pas... Non, pour l'instant, mais d'ailleurs, c'est mieux pour Marseille. Je veux dire, ils peuvent encore rester à peu près cachés, même si c'est difficile qu'on est Marseille et qu'on est 2e. Mais franchement, c'est pas une équipe qui développe un foot de 2e du championnat. Voilà, non. Mais il y aura le retour en plus de Florian Thauvin en janvier, donc on peut se dire aussi que Marseille peut encore s'améliorer. Vous êtes séduit par cette équipe, vous, Pierre Boubi? Séduit, oui et non, parce que oui et non, ça veut dire non en fait. Non, ça veut dire qu'en fait, on sent qu'ils sont sur une dynamique. Ils sont depuis le début de l'année, en fait, je les sens sur une pente ascendante. Et je pense qu'ils sont obligés de passer par là pour arriver à développer un football qui soit cohérent et qui soit agréable à regarder. Je pense qu'ils sont sur une... Pour l'instant, ils sont surtout dans le cohérent. Oui. Je pense qu'ils vont se prendre au jeu, en fait, d'arriver 2e, d'essayer de garder cette place, et ils vont rester dans cette dynamique-là. Et je pense qu'au fil et à mesure des semaines qui vont venir, ça va être... Villas-Boas va pouvoir mettre peut-être quelque chose en place. Il y a, comme tu le disais tout à l'heure, il y a Thauvin qui va revenir. Radonjic, moi je suis super content qu'il marque, parce que depuis le temps qu'il essaye, le pauvre, il a tapé des barres. Je suis d'accord avec toi. Mais n'empêche que moi je reste persuadé qu'il a de la qualité, ce joueur. Après, pour le foot, mais il y en a. Peut-être que je me trompe, mais je suis content qu'il marque parce qu'il le mérite. Et puis on le voit à la fin quand il marque, on va vers lui. Il y a quelque chose qui se passe dans ce groupe, je trouve. Il a réussi à transmettre ça.
Et je pense En fait, les autres se disent, si Radonić marque, c'est qu'il se passe un truc, en fait. Ouais, c'est Non, ça. mais honnêtement, je pense qu'ils vont vers un football qui est plus agréable à regarder. Mais Greg, est-ce qu'elle nous rappelle pas cette équipe, l'équipe qui était arrivée en finale de l'Europa League, où c'était une saison où quand même rien n'avait été simple dans le jeu, on passait notre temps à dire oh là, c'est quand même pas très costaud, mais c'était costaud mentalement, et il se dégageait quand même quelque chose de cette équipe. À l'exception du fait qu'ils gagnent contre le top 4. C'est-à-dire que maintenant, c'est Lyon qui va avoir du mal à gagner contre le top 4. Pas gentil pour Rudy Garcia. Non, mais je constate juste un fait, c'est que Villas-Boas arrive, il a battu Lille, il a battu Saint-Etienne. Enfin voilà, il a battu Lyon, il y arrive. Et quand vous prenez des points en battant vos dauphins, vous prenez forcément un peu d'avance. Et là, en plus, si maintenant, il a la chance avec lui des faits de jeu, alors ce rouge qui est incontestable, j'ai vu 2-3 personnes dire, mais il n'y a pas rouge. Si, il y avait rouge. Je lis des choses étonnantes. Non, parce que... mais le truc, c'est que dans la misère de la Ligue 1, parce qu'il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, j'ai horreur. On l'aime bien, c'est Non, mais on l'aime bien, on l'aime parce qu'on supporte nos clubs, parce qu'on l'a dans la peau depuis qu'on est né, parce qu'on écoutait les multiplex, parce qu'aujourd'hui on la regarde. Mais il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. C'est comme une vieille mamie sans dents, tu vois. Cette Ligue 1, elle est nulle sur la scène européenne. Cette Ligue 1, elle est pas belle quand elle nous propose des matchs. Et cette Ligue 1, elle a le deuxième, comme l'a dit Vincent, avec un +1 et un écart abyssal entre le premier et le deuxième, alors qu'il y a déjà 3 défaites. Donc, Villas-Boas, pour moi, c'est la grande réussite de l'OM, parce qu'en com, d'abord, il est bon. Et puis surtout, une défaite aussi violente au Parc, par exemple, en d'autres temps, aurait sans doute traumatisé les joueurs. Alors là, ils ont rebondi autre chose. Finalement, il a fait passer ça presque crème. Et dans leur championnat, du coup, ils arrivent à être deuxième. Et il n'y a pas de raison que ça ne dure pas, parce que les autres ne se relèvent pas. Raphaël, est-ce que Marseille est deuxième? Est-ce que c'est beaucoup plus, après 14 journées, est-ce que c'est beaucoup plus fort que les années précédentes? Non, pas forcément. Alors, c'est à noter, si, la différence de but que vous avez évoqué, le plus simple différence de but. Après 14 journées, la saison dernière, Lyon avait 2 points de plus que l'OM cette saison. Vous voyez que même lors de la saison 2015-2016, c'est la dernière fois qu'une équipe avait 25 points après 14 journées. Lyon avait une meilleure différence de but, mais Lyon avait 25 points après 14 journées. C'est pas forcément nouveau sur la prise de points. Après, sur cette équipe de l'Olympique de Marseille, après 14 journées, alors on dit elle bat les gros, etc., etc. Cette équipe, mais vous voyez qu'ils ont le même nombre de points après 14 journées que la saison dernière. L'année dernière, ils étaient 5e. Cette saison, ils sont 2e, ce qui montre encore plus que le championnat, le niveau du championnat s'est resserré. Même nombre de points, mais finalement, même pas baissé. Baissé, oui. 32e sur 28. Non, mais moi, vous savez, je mets de la envie. Oui, j'avais envie de le dire. Vous avez bien fait de le dire. Est-ce qu'on a vu Dimitri Payet? Alerte. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Thomas Tuchel est en conférence de presse. On se demandait si Neymar allait ou non être titulaire demain face au Real. Écoutez justement ce qu'a dit l'entraîneur parisien. Pouvez-vous passer d'un de ces deux joueurs, Mauro Icardi ou André Di Maria, au vu de leur forme au coup d'envoi demain? Parler de les deux Est-ce que vous pouvez jouer sans l'un des deux demain? On peut faire beaucoup de choses, mais on a la possibilité de décider demain matin. Et j'ai pris la possibilité de décider demain matin, parce que ce n'est pas nécessaire de faire le choix aujourd'hui, mais c'est clair que Mauro et Angel, ils ont joué super bien. Quand Ney et Kylian sont été absents, on a gagné 4 matchs. Je pense que Kylian n'a pas commencé pour nous dans la Ligue des Champions. Ney n'a pas joué pour nous dans la Ligue des Champions. Et voilà, peut-être on joue avec tous les 4, peut-être on n'est pas joué avec le 4 ensemble. Mais c'est un moment aussi pour moi peut-être difficile, mais un bon moment parce que ça veut dire que tout le monde est là, tout le monde est disponible. Et c'est clair qu'après, des décisions difficiles peuvent arriver. Et j'ai beaucoup confiance en mon équipe et à mes joueurs et à notre relation que nous sommes prêts pour accepter des décisions dures, tactiquement ou personnellement, et que nous sommes prêts pour accepter et que nous sommes intelligents, que c'est aussi nécessaire si on veut combattre avec une équipe comme Real Madrid. Il a l'air très embêté quand même. Grosse galère. Si. Pas du tout. Ah non, vous voyez, 2 perceptions, 2 écoutes, 2 perceptions. Vous avez mal écouté? Non, j'ai peut-être écouté différemment, je ne sais pas, mais je l'ai trouvé, moi, plutôt... Alors,
pour tout vous dire, avec Pierre, quand on écoutait ça, on était en train de se dire, non, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais on est en train de dire, il fera exactement ce qu'il veut. On sent qu'il sait. Parce que justement, pour revenir sur les statuts, sur le fait qu'il y a des joueurs qui sont évidemment plus importants que d'autres, je pense que là, moi, sur ce que j'entends, il a ses convictions, il a décidé que son 11, ce serait celui-là. Mais ce sera quoi? Alors, de ce que vous entendez, ce sera qui? C'est ça, on s'en fout que... Moi, je maintiens qu'il peut ne pas mettre Neymar au coup d'envoi et s'en servir comme joker offensif et jouer avec son équipe en forme. Voilà. Vincent, alors vous disiez que c'était impossible tout à l'heure, est-ce que vous avez changé d'avis après l'avoir entendu? Non, je n'ai pas changé d'avis. Je pense que ça aurait toujours les mêmes conséquences pour le PSG, pour Neymar, pour la tranquillité de Tourelle, surtout si ça se passe mal au Real. Mais après Tourelle, c'est un exercice de style. Il ne doit pas donner sa compo. Il faut qu'il la garde. Il doit, comme d'autres entraîneurs, il essaie de faire durer la réponse le plus longtemps possible pour avoir moins de questions. Et pour qu'on oublie la question. Ça rappelle quelqu'un. Oui, tout à fait. Et donc voilà, je trouve qu'il a plutôt... Mais il a quand même donné les éléments du débat. Il faut quand même le reconnaître. Il a dit je peux jouer avec les cadres, c'est possible. Icardi et Di Maria ont été formidables avec nous. Donc quand même l'idée... Il dit aussi Mbappé et Neymar n'ont pas encore débuté en Ligue des Champions et tout ça. Quoi. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que Icardi et Di Maria vont débuter et que la question, c'est est-ce qu'on joue à 4 devant ou pas. Voilà. Ah, donc en fait, t'étais moins sûr que toi tout à l'heure. Hein. Mais non, mais là, clairement, c'est qu'Icardi, il n'envoie pas un signal pour dire qu'Icardi va être sacrifié. En tout cas. Non, au contraire. Moi, j'ai cru comprendre que Dagba jouera à la place de Meunier. Parce que j'ai bien écouté, mais... Bon, en tout cas, écoutez, de toute façon, ça va nous tenir cette histoire jusqu'à au moins demain à la même heure. Hein. Oui, et puis forcément après-demain aussi, du coup. Oui, parce qu'une fois qu'on aura la compo, évidemment, ça nous tiendra moins. Mais enfin, en tout cas, voilà, c'est un bon débat d'ici demain. Est-ce que Neymar sera titulaire ou pas du côté du Paris Saint-Germain? On a parlé de l'Olympique de Marseille, il s'est passé encore plein de choses dans l'actu. Toutes les infos foot du jour, c'est le foutoir et c'est maintenant. Et on commence, Raphaël, avec la déclaration du jour. De Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, qui affronte demain le Paris Saint-Germain. Vous le savez, Mbappé intéresse énormément le Real Madrid. Alors on était en conférence de presse et Zinedine Zidane a déclaré sa flamme à Mbappé. Ils vont lui mettre une... Vous savez, ça fait un moment que je le connais. Je suis amoureux de lui, mais surtout de sa personne. Parce qu'il était venu faire un essai ici il y a longtemps, et donc ce n'est pas la première fois. Mais lui, va-t-il tomber amoureux du Real Madrid? Vous le savez, c'est un adversaire, et c'est tout. Je ne peux pas vous en dire plus. Zinedine Zidane est passé avant Thomas Tuchel, qu'on a entendu il y a quelques instants en conférence de presse. La question lui a été posée, et la réaction donc, de Thomas Tuchel au propos de Zinedine Zidane, qui a déclaré sa flamme à Kylian Mbappé. Je ne sais pas comment amoureux Zinedine est avec notre joueur, mais je peux dire qu'on aime aussi notre joueur et c'est le plus important et que Kylian est notre joueur et nous sommes contents qu'il est là et nous sommes très heureux qu'il est là. Quelquefois, c'est comme ça. Hein. Quand tu peux des choses ou des personnes qui ne sont pas disponibles ou tu ne peux pas avoir, tu aimes beaucoup. Dans quelques moments, c'est comme ça, mais malheureusement pour Zinedine, il est notre joueur et je pense qu'il a beaucoup de joueurs dans son équipe qu'il aime aussi. J'aurais tellement adoré qu'ils disent moi je suis amoureux de Véronique Zidane. Ça aurait mis de l'ambiance. Juste, c'est quand même sympa cette petite passe d'armes là. On sent que voilà, ça s'amuse un petit peu. C'est moins violent qu'avec Leonardo, quoi. Non, mais puis on passe notre temps, et je pense à juste titre, à dire que les confs de presse sont pénibles, un peu calculées, même chiantes. Voilà. Là, quand il y a un peu de passe d'armes que les journalistes vont chercher sur 2-3 petites choses, que Zidane joue le jeu et que Tourelle joue le jeu, c'est plutôt amusant. Maintenant, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'Mbappé sera augmenté l'an prochain, quel que soit son club. C'est à peu près la seule certitude, parce que ça va être une belle bataille. Hein. Enfin, Zidane, il s'est quand même détendu en conférence de presse, parce qu'on ne l'imaginait pas comme ça il y a 3 ans. Quand même. Exactement. Ce qui est important, je trouve que dans ce que dit Zidane, c'est pas tellement ce qu'il dit, c'est la manière dont il le dit, c'est la légèreté avec laquelle il le dit. Il y a une espèce de détachement, de sourire qui fait que, voilà, qui fait que ça passe très bien en fait. Enfin, on sent que voilà, entre le PSG et le Real, au niveau de Kylian Mbappé, ça va être quand même, ça va être un long feuilleton, en tout cas, au moins jusqu'à cet été. La précision du jour. D'Antoine Griezmann, qui a expliqué sa lente intégration au Barça. C'était dans une interview réalisée par l'UEFA. Il dit « Je suis vraiment timide et j'ai du mal à aller vers les autres en raison de cela. Je ne suis pas le genre de gars qui va lancer la conversation. Je suis trop timide. Par exemple, si je ne suis pas bien, je suis triste dans la vie privée. Cela se reflète sur la pelouse. »
Il a raison de faire Calimero, Pierre Bouby? Bon, je sais pas s'il fait Calimero, moi j'ai Bon, un plus peu. l'impression. Non, il dit qu'il est timide et qu'il a du mal à se fondre dans un nouvel effectif. Oui. Il est resté à l'Atlético, je sais pas combien La d'années. vie est vraiment trop injuste. Ah ouais. Mais On c'est aimerait fini, tellement pas ça. être à sa place. Ça n'a rien à voir, c'est que voilà, peut-être que c'est vrai et qu'il a du mal à aller vers les autres et qu'il est Il a qu'à introverti, marcher. Hein. Mais elle rigole. Elle rigole. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Enfin, d'habitude, il est toujours avec les autres, il leur offre un verre de maté, un Voilà. machin. Bon, on n'a pas l'impression que ce soit un garçon timide quand même, enfin, excusez-moi. Eh ben, peut-être que si. D'accord. Ok. Voilà. Oh là, Mais- vous me l'avez énervé. Mais dans un vestiaire, vous savez ce que c'est que d'être dans un vestiaire, Jérôme Alonso, est-ce qu'il a raison d'être un peu. Là, il se victimise un peu quand même. Moi, je pense que dans ce vestiaire-là, au contraire, il devrait faire le fort. Il devrait essayer, en tout cas, de montrer qu'il a du caractère. Et il en a. Ben oui. Après, c'est simplement l'histoire d'une intégration qui se passe pas comme prévu. Voilà, tout simplement. Et c'est arrivé à plein de grands joueurs avant lui. Et c'est pas très grave. En revanche, le compteur tourne. Il va falloir s'y mettre. Pas comme prévu. Je trouve qu'elle se passe exactement comme attendu. Là, il est sorti à la 58e ce week-end quand même. Pas comme prévu, dans son esprit. Oui, parce que nous on l'attendait comme ça. Il s'attend à ça, lui, quand même, non? Il y a qu'à nous demander. Hein. Excusez-moi, on s'attendait peut-être pas à voir Griezmann marquer si peu de buts avec le Barça et être sorti, je veux dire, maintenant à l'heure de jeu. C'est pas Ousmane Dembélé qui est sorti hier en premier, c'est lui. Donc ça pose quand même problème, Vincent Deluc. On attendait quand même une autre intégration, même si on se disait, tiens, ça va durer 1 ou 2 mois. Là, ça fait un peu plus quand même. Hein. En fait, ce qui est frustrant dans l'enchaînement de ces deux choix de club, c'est que l'Atlético, il se sentait très bien, il était heureux, mais quand on aime le foot, on n'a pas envie de voir jouer Griezmann à l'Atlético. On avait envie de voir jouer Griezmann au Barça. Et maintenant qu'il est au Barça, on ne le voit plus jouer. Donc en fait, voilà, il y a quelque chose de bancal. Heureusement, on le voit jouer comme en Albanie de temps en temps, avec une vraie liberté, avec les clés du camion. Et là, tout d'un coup, on se dit quand même quel joueur, quelle subtilité. Donc j'espère que ça finira par se voir au Barça, mais pour l'instant, ça ne se voit pas. Puis quand on commence à devenir soupçonnable en regardant les matchs du Barça, on se dit quand même que le ballon ne passe pas assez souvent par lui, malgré tout. Ah. Mais c'est de la faute de ses coéquipiers, c'est la faute de Valverde, c'est le problème du groupe. Il devrait l'intégrer autrement que comme ça, c'est tout. Après, la difficulté, vous avez été joueur, vous savez que pour recevoir le ballon, il faut convaincre les autres. Non. Il faut pas le demander. Je suis pas d'accord. Il faut pas le demander. À chaque fois qu'il y a un nouveau joueur qui pouvoir, arrive dans mon groupe, il se donne pas. c'est à nous, celui du groupe, d'accueillir celui qui arrive. Peut-être, mais le pouvoir dans une équipe, il se prend, il se donne pas. Et donc, c'est à Griezmann de le prendre. C'est à Griezmann de le prendre. Moi, je suis pas d'accord. Après, ils vont pas lui faire de cadeaux, Pierre. Mais bien sûr, mais c'est ça le problème, c'est que c'est un vestiaire qui est pas sain pour moi, c'est tout. Ils sont sains avec qui ils ont envie d'être sains. Mais c'est toujours comme ça les vestiaires de haut niveau. Non. Regarde, Dembélé, il a réussi par exemple, et Dieu sait qu'il a eu des phrases et machin. Rien à foutre. Mais quand Anelka signe au Real en 99, Raoul lui a pas dit bonjour pendant 8 mois. Il y en a qui sont capables de l'accepter, Vincent, d'autres non. Moi, je pense que dans beaucoup de vestiaires d'Europe, dans les plus grands vestiaires, comme le Bayern, je pense qu'on n'est pas accueillis comme ça. Après, le truc, c'est que, comme vous le disiez, les mois commencent à s'enchaîner, mais il n'y a aucune surprise par rapport aux déclarations d'avant transfert, juste après le transfert, et il n'y a pas d'évolution, parce que comme en plus, il ne prend pas les matchs à son compte, parce qu'on ne lui donne pas assez le ballon, ils vont continuer à ne pas lui donner. Mais c'est pour ça. Il ne peut pas aller pour la sortie. Mais c'est pour ça. On dirait un enfant tout seul qui fait ses pâtés de sable sur le côté gauche. Et l'interview, un peu comme ça, c'est ne me tapez pas la récré, s'il vous plaît. Il a qu'à amener son ballon à lui, il joue dans son coin. Mais c'est ça. Non, mais le vrai peut pas influer sur le jeu comme il a. Le vrai problème, c'est que quand on le voit comme il joue en Albanie, libre, axial, allant où il veut, c'est fantastique. Sauf qu'il y en a déjà un qui fait ça à Barcelone. Donc lui, du coup, il faut qu'il joue dans un cadre. C'était la même chose. On est d'accord que Neymar, c'est la même chose quand il est arrivé. Ça s'est bien passé avec Neymar et Suarez. On est d'accord. Oui, mais parce que Neymar a accepté de jouer sur un côté. Mais alors, c'est pas le problème, ça. Ils l'ont pas accueilli Neymar comme ils ont accueilli Griezmann. Mais parce qu'il y avait une espèce de fraternité sud-américaine, sans doute, qui passait. Exactement. Mais les Sud-Américains, Griezmann. Il faut qu'il refasse du maté. Le maté, c'est la solution. Non, mais encore une fois, moi, je regarde les matchs du Barça et je me dis comment le ballon circule. Est-ce que quand ils ont le choix entre deux, le ballon va vers lui? Quand ils ont le choix entre deux, le ballon va jamais vers lui. Autant à notre niveau, on n'avait pas le temps. Écoute, il apprend à mater parce que là, il faut qu'on continue. Autant à notre niveau, on n'avait pas le temps de regarder à qui on donnait le ballon. Autant là, ils l'ont largement parce que c'est des joueurs hors normes. Les sanctions du jour. Oui, du président de Naples à l'encontre de ses joueurs après la fameuse affaire de la mutinerie. Alors Aurelio De Laurentiis avait imposé, je vous rappelle, une mise au vert. Les joueurs s'étaient rebellés. Alors selon la Gazzetta dello Sport, le président du Napoli a infligé des sanctions financières qui pourraient atteindre jusqu'à 25% du salaire mensuel brut des joueurs. Et Alan, lui, pourrait voir son salaire ponctionné à hauteur de 50%, soit près de 200 000 euros. Alors le Brésilien, il a été, toujours selon la Gazzetta dello Sport, placé sur la liste des joueurs transférables, tout comme Lorenzo
Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly et puis José Callejon et Dries Mertens, eux, ils sont en fin de contrat, ils seront poussés vers la sortie, ils ne seront pas prolongés. Il y a des bonnes affaires à faire là. Ah oui, c'est le bon coin. Cette histoire est folle quand même. C'est la fin d'une équipe. C'est la fin d'une équipe. C'est terminé. Voilà. C'est bon. Carlo Ancelotti n'a pas aidé à ce qu'elle dure très longtemps. Il faut quand même dire la vérité. Mais c'est la fin d'une équipe et je vois pas comment Naples peut s'en relever à court terme, c'est pas possible. Il y a des joueurs qui étaient intransférables qui vont le devenir du coup. Vous voyez, si Koulibaly, si vous hésitez à si vous hésitez à donner 15 millions d'euros par an à Thiago Silva, vous allez peut-être pouvoir mettre un transfert sur Koulibaly. Vous voyez. Ah bah là, t'es chez le... tous les grands clubs vont se précipiter. Ah là, t'es chez le faillitaire. Là. Sur Naples. La bonne opération du jour. Du FC Séville, 3e de Liga, qui remonte sur le podium. Une petite victoire sur la pelouse de Valladolid, 1-0. Suite à ce penalty obtenu, regardez, on va le voir. Oui, il y a faute a priori. Je suis pas sûr, mais si. Voilà. On a eu la VAR, on a eu notre VAR à nous, transformé en 2 temps. On va le revoir. Non, pas transformé du tout. C'est celui-là, voilà, parce qu'il a été retiré par. Et cette fois transformé par Banega. On va voir ensuite que Lucas Ocampos va être exclu à la 92e minute de cette rencontre. Séville a un point de retard sur le Real et le Barça, mais qui compte un match en moins. Le match fou du jour. Entre Sheffield United et Manchester United. Score final, 3 buts partout. Match complètement dingue. C'est Fleck qui va ouvrir le score pour Sheffield à la 19e minute. Lys Mousset, l'international espoir français, va marquer un deuxième but, 52e minute, 2-0. Réduction du score de Williams à la 71e minute. Match complètement fou, je vous l'avais dit. Greenwood va égaliser à la 77e minute. Rashford va même donner l'avantage à Manchester United à la 79e minute. Mais McBurney, dans le temps additionnel, va égaliser. Regardez, on est dans le temps additionnel et match nul. Donc 3 buts partout. Manchester est 9e de cette première ligue après 13 journées. On va écouter l'analyse de Ole Gunnar Solskjær qui était très énervé contre ses joueurs en conférence de presse. Very poor performance and to be honest with you, nous avons fait une très faible performance. Pour être honnête avec vous, j'étais énervé, déçu. Il fallait les réveiller, faire quelque chose. À la mi-temps, j'aurais pu changer tous les joueurs. Ce n'était pas une question de tactique, mais une question d'envie. Être le premier sur le ballon, tacler, gagner les duels. On était très loin d'une équipe de Manchester. On parlait de l'avenir de Gunnar Solskjær. C'est vrai que... Non, mais là c'est plus possible. Manchester est 9e, ça joue pas bien. 2 choses à dire. Pour voir du foot anglais, il ne faut pas seulement aller à Londres, il faut aller à Sheffield, à Bramham Lane, atmosphère fantastique. D'accord. La deuxième chose, c'est que Solskjær est épargné par la presse anglaise, je ne sais pas pourquoi. Parce que tout le monde sait qu'il va échouer. Tout le monde sait que ça ne va pas durer, que de toute façon, il faudra le virer à un moment ou à un autre, et que les résultats sont les plus mauvais de tous les entraîneurs de Manchester United depuis avant l'arrivée de Ferguson. Donc il est protégé, j'avoue que je ne sais pas pourquoi. Tout le monde parle de la prochaine démission d'Emery, peut-être de Pellegrini à West Ham, peut-être de Marco Silva à Everton. Mais pour l'instant, je trouve que c'est Solskjær qui trouve aucune solution, qui trouve sans arrêt des excuses, et à qui on trouve sans arrêt des excuses, et je ne comprends pas pourquoi. Ouais, mais là, il y a Pochettino qui est libre. Il y a Pochettino qui est libre. Il va peut-être ouvrir une Rudy Garcia, oui, hop. Allez, Arsenal. Non, mais oui. Si vous avez une Rudy Garcia, Arsenal, allez, Arsenal. Ouais, bon, enfin là, sinon, faire un United, petit break et hop. Ça passera mieux. Et puis Laurent Blanc, bien sûr. On rappelle que Laurent Blanc a joué à Manchester, donc qu'est-ce qu'il devient ? Pourquoi pas ? Pour être honnête, la presse anglaise ne parle pas beaucoup de lui. Oui, bon, écoutez, c'est peut-être bon signe. Pour l'instant, ça ne veut rien dire. L'ultimatum du jour. Et pour un autre entraîneur, c'est celui du Borussia Dortmund, Lucien Favre. On rappelle, après le match, 3 buts partout à domicile contre Paderborn. Dortmund est 6e et le directeur général du club, regardez, a fait le point sur la situation de son entraîneur. Lucien Favre continue de bénéficier de notre confiance, mais le football est toujours une question de résultats. Nous devons maintenant nous rassembler pour les matchs de Barcelone et de Berlin. Salut Lucien. Autant vous dire qu'il est presque viré, puisque évidemment le président lui fait confiance. Non, bah, là, Lucien Favre sur le marché, ça peut intéresser des gens là encore, Jérôme, quand même. C'est un super coach. Il n'y est pas encore, bien sûr. Bon boulot avec Nice. Moi, je l'ai vu de près à Nice, et c'était vraiment bien ce qu'il avait fait, avec pas une feuille blanche. Il avait déjà du bon boulot de fait avant, mais il a fait progresser beaucoup de joueurs à Nice. Bon boulot, tous les jours, effectivement. Je le prends tous les jours. Et puis, c'était mal passé en fin de saison dernière. Donc, c'était déjà un peu tendu avec ses dirigeants et voilà, à Dortmund. Donc, oui, bientôt sur le marché. Et effectivement, encore une fois, après le joueur de Naples, une autre très bonne affaire. En fait, il y a des joueurs qui nous font aller au stade, et puis il y a des entraîneurs qui nous donnent envie d'aller au stade par la manière dont leurs équipes jouent. Et Lucien Favre, c'est toujours ça. Je veux dire, ces équipes, c'est toujours fantastique à voir jouer. En Ligue 1, c'est plus dur à trouver. Tu payes, Greg, pour voir jouer Lucien Favre ? À Nice, c'était bien.
C'est bien. Oui. Et d'ailleurs, Lyon, il pensait, mais il n'était pas libre. Mais Lyon, il y a pensé plusieurs fois. Mais question de timing. La boulette du jour. Le contre son camp gagne. C'est pas facile à dire encaissé par Hoffenheim à domicile. La défaite 5-1 face à Mayence. Regardez sur le deuxième but, sur le centre de Baumann, le gardien passe au travers et Kederabek marque contre son camp. Voilà. Ça, c'est une. Non, c'est pas une Alonso, je vais me faire frapper. Mais ça vient à la tête. Mais Kederabek marque contre son camp. Voilà, c'était le but gag. C'était en Allemagne. Rien ne va. Son relais, mais il engueule le mec. Après, c'est extraordinaire. Ça, c'est fort. La célébration du jour. Des supporters de Flamengo accueillis en héros à Rio. Regardez, après leur victoire en finale de la Copa Libertadores, c'était face à River Plate. Première victoire continentale depuis 38 ans pour cette équipe brésilienne. Et sachez aussi que Flamengo est aussi sacré champion du Brésil, puisque dans le même temps, ce week-end, eh bien Palmeiras, deuxième du championnat, s'est incliné sur la pelouse face à Grêmio. Donc ils ont fêté le doublé, la Copa Libertadores, et sans jouer le championnat du Brésil. Ils n'ont pas mis 12 minutes à descendre les champs, eux. Non. Ils ont mis 12 jours. La frappe de loin du jour. Nikola Vlasic, regardez cette frappe incroyable, attaquant du CSKA Moscou, c'était que face au Krylia Sovetov Samara. Il marque l'unique but de la partie à la 74e minute. Et bon, je pense que même le gardien, là, il aurait pu même sauter plus haut. C'était compliqué d'aller la chercher. Le but donc de Nikola Vlasic, c'est une patatasse. On la revoit. S'enflamme tout seul à fond, Raphaël. C'est Maoun. Je m'échauffe. Allez, c'est Maoun. Merci, Raphaël. Je m'échauffe pour la grande soirée demain. Voilà, Real Paris Saint-Germain, la grande soirée, 20h40. Oui, mais vous voulez que les gens le sachent dès maintenant. Oui, c'est important. Et vous faites bien, Raphaël. Le golazo du jour. Non, le golazo du jour, on l'a déjà vu dans la petite lucarne. Il fallait oui, mais moi, si on me dit rien. On l'a pas dit. Bon, bah voilà. Le derby du jour. Ambiance de folie lors du derby de Casablanca entre le Raja et le WAC. Regardez, incroyable. C'était en 8e de finale de la Coupe arabe Mohamed VI. En une ambiance extraordinaire. L'ambiance dans les tribunes coupées en deux. Il y avait 25 000 supporters du WAC d'un côté, 20 000 pour le Raja de l'autre. C'était extraordinaire, des tifos magiques. Alors sachez, pour l'anecdote, on ne va pas vous montrer les images, mais c'est un match de fou en plus, puisque le Raja s'est qualifié pour le tour suivant après un match nul, 4 buts partout. Extraordinaire. Voilà. Mais ils joueront à huis clos l'année prochaine. Ça avait été en Ligue 1 sur les 5 années de huis clos. Dans un instant, on revient sur la Ligue 1, justement, 14e journée. Il y aura le baromètre avec les tops et les flops du week-end, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, et puis bien sûr le foutoir mercato. Énormément d'infos, énormément de rumeurs. On vous parlera notamment de cette idée de retour de Samuel Umtiti à Lyon. À tout de suite. Ensemble jusqu'à 19h45 dans l'équipe d'Estelle, on parle foot, on parle Ligue 1, le baromètre dans un instant, les tops et les flops du week-end. Mais avant cela, une information très importante concernant Lyon qui joue demain face au Zénith Saint-Pétersbourg en Ligue des Champions, Vincent. Absolument, Lyon vient de communiquer le groupe des 22 joueurs qui partent en Russie, enfin qui sont partis en Russie en fin d'après-midi. Et dedans ne figure pas Memphis Depay, qui va donc rester en soins, ainsi que Houssem Aouar. Et c'est donc quand même un vrai coup dur pour Lyon. Oui, parce que Lyon a besoin de gagner en fait pour se rapprocher évidemment de la qualification. En fait, Lyon serait sûr d'être qualifié en cas de victoire mercredi soir à Saint-Pétersbourg, mais pourrait encore se qualifier derrière contre Leipzig le dernier jour. Bon, écoutez, mauvaise nouvelle pour Lyon, donc privé de Memphis Depay et privé d'Houssem Aouar demain en Ligue des Champions. On va revenir à la Ligue 1, 14e journée, avec, écoutez, comme chaque lundi, le baromètre de ce week-end. C'est parti. Et dans le baromètre, vous connaissez le principe, on vous donne nos tops et nos flops du week-end. Et on va commencer avec ce qu'on a aimé, avec les tops. Et dans les tops, en triple top, il y a Bordeaux, 4e de Ligue 1, après sa victoire face à Monaco. La victoire 2-1 des Girondins, donc 4e de Ligue 1 après 14 journées, 22 points, 6 victoires cette saison. Et ce chiffre, regardez, 10, soit le nombre d'années où Bordeaux n'a plus été dans le top 4 de la Ligue 1. Et oui, c'était 2e et c'était lors de la saison 2009-2010. C'est hallucinant. Et je vois votre petit cœur qui palpite, Grégory Hacher. Cette stat est effrayante quand même, oui, franchement. Surtout qu'en 2010, on pensait que ça durait. C'est l'année où Bordeaux est en quart finale de la C1. Tout le monde est persuadé que ça va durer. Mais là, c'est surtout... le petit cœur, il a été vif quand on a vu la compo de Paulo Sousa pour le match.
Parce que alors là, c'était comme si nous, on était sur Football Manager ou FIFA, en fait. C'est, allez, on y va, en 3-2-5, il a fait Cafu titulaire. Qu'on n'avait pas vu depuis un certain moment. Depuis 2009, quand Bordeaux était dans le top 4. On l'avait oublié. J'exagère, mais je savais même plus qu'il existait. Il avait décollé de Panini, moi. Bon, voilà, l'an dernier, on comprenait pas trop pourquoi Sousa était arrivé à cette période de l'année. Finalement, le fait de le faire arriver dans le club, qui est un club particulier, c'est une ville particulière, s'intégrer à Bordeaux, s'intégrer dans les Girondins de Bordeaux, c'est très compliqué. Mais c'est ce que je vous dis peut paraître un peu bizarre pour cette ville-là, mais elle est un peu comme Lyon. C'est une ville où c'est très compliqué quand vous n'êtes pas du sérail. Et je trouve que même s'ils m'angoissent un peu sur le futur, les investisseurs, de l'avoir pris 6 mois avant pour le laisser travailler, permettre de connaître le groupe, cibler 2-3 besoins, être audacieux dans certaines compositions, faire confiance aux joueurs qu'il avait, ça paye aujourd'hui. Une fois de plus, qu'on disait sur Marseille, il faut le dire sur Bordeaux, c'est aussi dû au niveau de la Ligue 1, bien sûr. Mais quand même, saluons depuis 10 ans cette 4e place et certains choix qu'on ne voit pas si fréquemment dans cette Ligue 1. Vincent, ça peut être européen, Bordeaux, cette saison? C'est pareil, il y a bonne chance. Avec Vincent, personne ne peut être européen. Non, mais... Tout le monde peut l'être. Bon, déjà, européen, faut pas oublier que pour la dernière fois, la Coupe de la Ligue prend un européen de plus. Enfin, si du moins PSG ne la gagne pas. Autrement, européen, ça peut quand même monter à la 4e ou la 5e place. Ah bah la 4e, c'est sûr. La 4e, c'est sûr, mais je veux dire, la 5e place... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non mais théoriquement, on doit avoir Marseille, on doit avoir Lyon, on doit avoir Monaco, et puis les autres s'y restent de la place, quoi. Enfin Monaco, c'est voilà. Non mais ça fait rien. Vous avez vu l'équipe de Monaco, c'est pas possible. Oui. Et Lille, tu puis s'ils gagnent 3 matchs de suite, ou Lille, il y a Lille aussi, bien sûr. Ah oui, il y a Lille. Mais non mais je vois plus les traditionnels. Non mais si on croit à Bordeaux, il faut croire à Angers, il faut croire, voilà, effectivement. Et oui, parce qu'Angers est 3e. On a tendance à l'oublier, mais Angers a encore gagné. Et Angers est 3e. Le deuxième top de notre baromètre, et ça va faire plaisir à Jérôme Alonso, c'est Stéphane Ruffier qui a une nouvelle fois sauvé Saint-Etienne ce week-end. Oui, qui a fait match nul 0-0 face à Montpellier à domicile. Et on a sélectionné 2 arrêts de Ruffier. Regardez, Jérôme Alonso va apprécier tout d'abord la 25e minute face à la Borde. Il va aller la chercher là. Le gardien de l'AS Saint-Etienne. On revoit ce superbe arrêt à la 25e minute et il va dégoûter une nouvelle fois la 77e minute. La Borde, parade de la main, hop là, il va aller la chercher, il va aller la repousser. Magnifique prestation de la part de Stéphane Ruffier. Ruffier qui disputait son 304e match avec les Verts en Ligue 1, établissant un nouveau record pour un gardien de but de la Saint-Etienne, dépassant donc Ivan Kurkovic. On va écouter justement Ruffier. Personne ne dépasse Ivan Kurkovic. Pardon? Personne ne dépasse Ivan Kurkovic. Je suis soyons clairs. Même pas Jean Castaneda. Personne ne dépasse Ivan Kurkovic. Après, vous faites votre phrase que vous voulez. D'accord. Alors bon, Stéphane va passer devant. Stéphane Personne ne passe devant. est quand même revenu sur ce record d'avoir dépassé Kurkovic après la rencontre. Merci pour l'effort. Sur sa prestation. Écoutez, Stéphane Ruffier. J'ai la chance de pouvoir faire ces 2 arrêts-là qui permettent de garder l'équipe dans le match. Des fois, il y a des matchs qui sont un peu plus difficiles. Voilà, sur les 304, j'ai eu un peu de tout. Voilà, mais c'est ça aussi le football. Ouais, c'est énorme. On sait tout ce que représente Kurko ici et je sais qu'il a eu des mots gentils envers moi et je peux que l'en remercier. J'ai eu la chance de le côtoyer un petit peu et c'est vrai que c'est un grand homme. Donc voilà, merci à lui et très fier de pouvoir battre son record. Voilà, Ruffier qui bat le record. Désolé, Vincent. Oui, mais il l'a battu avec classe, voilà. J'ai trouvé qu'il était classe. En plus, il parle. C'est quelqu'un qui parle jamais. Sans faire la gueule. Là. Et là, franchement, il a le sourire, il est classe, c'est très bien. Voilà. Juste, est-ce qu'il fait partie pour vous, Jérôme Alonso, Stéphane Ruffier, des 3 meilleurs gardiens français? Là, en ce moment, des 2 meilleurs, oui. Loris s'est blessé. Oui. Il est meilleur que Maignan sur le début de saison. Et avec Mandanda, c'est kiff-kiff sur les points gagnés. Donc oui, là, il est dans le top 3. Après, il a une histoire compliquée avec les Bleus. Oui, c'est dommage. C'est presque gâché. Quoi. Mais en ce moment, en valeur intrinsèque, oui, c'est Mandanda et lui, et le 3e est blessé. Donc oui, il est évidemment dedans. Hier, il fait 2 gros arrêts, enfin un magnifique et un exceptionnel. On a vu au ralenti, Vincent me disait sur le 2e, bof, et en fait, je lui fais remarquer qu'il apprend. Il la prend derrière. Et surtout qu'il apprend quasiment, lui, devant la ligne, et il la prend derrière. Donc c'est un travail énorme. C'est un gardien qui gagne beaucoup de points. C'est un gardien qui travaille beaucoup, qui a avec lui un entraîneur qui s'appelle Fabrice Grange, qui s'occupe des gardiens, et une doublure qui s'appelle Jessie Moulin, qui est aussi très importante dans sa progression, parce que c'est important. Il a tout le package, en fait, Stéphane Ruffier. Il a le coach des gardiens, il a la doublure idéale, il a un public qui l'adore, il a un staff qui bosse pour lui, et puis il est juste très bon, et il est très bon très souvent, donc bravo à lui.
Et on rappelle que Claude Puel n'a toujours pas perdu avec l'AS Saint-Etienne. C'est assez incroyable. L'AS Saint-Etienne qui est actuellement 5e de Ligue 1. On va passer au 3e top dans un instant. Mais regardez, on voit le Paris Saint-Germain qui est en train de s'échauffer au stade Bernabéu. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain jouera demain contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Un point suffit aux Parisiens pour prendre définitivement la première place de leur groupe. Voilà, match demain à 21h. Le 3e top donc de ce baromètre, eh bien c'est Strasbourg. On les voit plutôt en flop d'habitude, mais là ils sont en top. Strasbourg vainqueur 4-0 face à Amiens. Oui, et Strasbourg est remonté à la 12e place de ce classement de Ligue 1 après donc sa victoire 4-0 face à Amiens. Les chiffres de la bonne passe de Strasbourg, 8 buts inscrits lors des 2 derniers matchs de Ligue 1, 3 victoires lors de ces 4 derniers matchs de championnat de France et puis plus large victoire à l'extérieur en Ligue 1 depuis le 19 janvier dernier. C'était face à l'AS Monaco. Et Strasbourg qui était dernier de Ligue 1 il y a seulement un mois. Pierre Bouvier, est-ce qu'ils vous bluffent là aujourd'hui Strasbourg? Et est-ce que finalement leur vrai niveau c'est plutôt milieu de tableau ou plutôt en bas? Non, je pense qu'ils sont sur leur bonne dynamique parce qu'à mon avis, ils récupèrent un petit peu les qualifications de la Ligue Europa et tous ces matchs en surplus qu'ils ont eu en début d'année. Ils n'ont pas eu la même préparation, ils ont eu beaucoup de taf. Et je pense qu'ils ont digéré un petit peu ça sur la première partie de saison. Travail, Estelle. Oui, je l'avais. Oui, non, mais franchement, je les vois peut-être pas. Je les vois pas gagner 4-0 tous les week-ends, mais on sent qu'ils sont en forme et je les pense aller comme ça. Je les pense aller en bonne forme jusqu'à Noël. Après, à savoir si la deuxième partie de saison, ils vont être aussi dynamiques et aussi performants. Ce qui est sûr, c'est que je suis pas inquiet. Je les vois plus en première partie de tableau plutôt qu'en deuxième. Carrément. Ouais. Écoutez, c'était le pronostic de Pierre Bouvier. On a parlé de ce qu'on avait aimé ce week-end. On va parler maintenant de ce qu'on n'a pas aimé. Voici tout de suite les flops du baromètre. Et dans ces flops, et alors là c'est l'inverse de Strasbourg, c'est qu'on a l'habitude de le mettre en top. Là il est en flop. C'est Slimani, buteur, mais qui est aussi écopé d'un carton rouge. Oui, lors de la défaite face aux Girondins de Bordeaux, vous l'avez dit Estelle, il a marqué, mais il a été aussi expulsé à la 67e minute dans cette rencontre. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions, 2 tirs encadrés, 1 but. Tout de même évolué, la note de 4/10 dans le journal de l'équipe. Leonardo Jardim, son entraîneur, a évoqué son match après la rencontre. Regardez ce qu'il a déclaré, le coach de l'AS Monaco. J'ai reproché à Slimani son manque de concentration, mais pas que ça, le fait qu'il parle à l'arbitre et aux supporters. Il a inscrit un but, mais sincèrement, j'attends plus de lui. C'est important aussi le comportement, et ce n'était pas un grand jour pour lui. Jérôme, il a raison, comme ça, Leonardo Jardim, de critiquer son joueur, alors que c'est quand même l'un des joueurs avec Ben Yedder qui doit apporter un maximum de points depuis le début de l'année. C'est pas critiquer, je suis aussi le rôle de l'entraîneur parfois. De rentrer dans l'art des joueurs. Je veux dire, Monaco est 14e. Slimani, même s'il marque des buts, il n'est pas irréprochable tout le temps. Et sur ce match-là, clairement, il a plombé Monaco. Il met un super but, mais il a une attitude déplorable tout le match. Il a parlé à l'arbitre tout le temps. Il a réclamé les coups francs tout le temps. Il s'est plaint tout le temps. Alors le rouge, pour le coup, il n'est pas obligé de lui mettre. Le pénalty, il est indiscutable. Il a un mauvais réflexe sur le coup. On voit vraiment qu'il refait le petit mouvement pour lever son bras. Donc moi, ça ne me choque pas qu'un entraîneur, de temps à autre, quand l'équipe va mal, remonte les bretelles d'un joueur, même si ce joueur est d'habitude très bon. Ça ne me choque pas du tout. Il y avait beaucoup de joueurs qui ont des bretelles, toi, en 2019. Oui. J'aime bien, moi. Et Slimani qui sera suspendu pour le match face à Paris. Dimanche prochain, le deuxième flop de ce baromètre, eh bien, c'est Julien Stéphan, l'entraîneur de Rennes, battu par Dijon. Ouais, la défaite 2-1 et cette 11e place en Ligue 1, cette équipe de Rennes qui rechute. Regardez ce qu'il a déclaré, le coach rennais. J'ai honte de la prestation. Nous avons tout raté dans presque tous les domaines. Il faut arrêter de se bercer d'illusions. C'est une faillite collective. Rien ne sera simple dans ce championnat. Il va falloir retrouver certaines valeurs. Il y a un manque de caractère qui est flagrant. Il faut remettre de l'ordre, sinon il va nous arriver quelque chose. Ça, c'est pas fréquent à Rennes, d'avoir ce genre de déclaration. Vincent, alors c'est vrai que ça allait mieux pour Rennes. Est-ce que là, c'est le bateau qui tangue à nouveau? C'est pas fréquent et c'est quelque chose qu'il faut manier avec précaution devant son groupe. On ne peut pas le faire toutes les semaines, il faut le faire au bon moment, il faut le faire à un moment où c'est vraiment compliqué. Je pense qu'il l'a dit au moment où il fallait, avant qu'il soit trop tard. C'est difficile, le championnat est difficile pour les entraîneurs. Vous gagnez 2 fois, vous êtes 5e, vous perdez 2 fois, on menace de vous virer. Donc c'est eux qui sont les principales victimes de cette instabilité. Après, Julien Stéphan, il a quand même du crédit. Il a quand même gagné la Coupe de France. Il a quand même montré qu'il était capable de faire de Rennes une bonne équipe. Il ne faut pas oublier non plus qu'il a perdu beaucoup de joueurs cet été. Il en a racheté d'autres. Il en a racheté d'autres, mais bon, voilà, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. C'est vrai qu'il manque quelque chose actuellement.
Mais je ne suis pas sûr que ce qui manque lui incombe spécialement quand même en ce moment. Le dernier flop de ce baromètre, eh bien, c'est Toulouse, avant-dernier de Ligue 1, qui reste sur 4 défaites consécutives. Et la dernière en date donc face à l'Olympique de Marseille hier soir, la défaite 2-0 à domicile. Regardez tout d'abord ce premier but concédé par les Toulousains, la 76e minute, avec Dimitri Payet qui va trouver Dario Benedetto dans la profondeur. Il inscrit donc dans cette rencontre le premier but de l'OM. Cette équipe toulousaine qui a énormément souffert dans le dernier quart d'heure, puisque quelques instants après, 3 minutes plus tard, c'est Radonjic qui va marquer le but du 2-0. Et donc cette défaite pour le TFC, 19e, vous l'avez dit. Les chiffres de la crise à Toulouse, c'est donc la 4e défaite de suite consécutive donc en Ligue 1, la 2e pire équipe de Ligue 1 à domicile avec 9 points après 7 journées, puis c'est 27 buts encaissés par Toulouse. Pire défense dans ce championnat de France. Est-ce que pour vous, Pierre Bouby, dans le jeu, Toulouse fait partie des 3 plus mauvaises équipes de Ligue 1 ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est compliqué. On voit pas grand-chose en fait. Il n'y a pas trop de fond de jeu. On sent qu'ils sont perdus. Je les vois dans une très très mauvaise spirale. Après, voilà, moi je ressens un manque de confiance totale et pas de. Mais bon, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est plus un problème de tête plutôt que de jeu. Mais ils ont quand même changé là d'entraîneur, c'est quand même couillon que ce soit la tête. Ouais, mais ils avaient battu Lille, c'était beaucoup mieux contre Lyon, puis il y a eu le but à la dernière seconde de Depay, mais normalement ils doivent accrocher le match nul. Voilà, il y a eu aussi quelques petites. Contre Lyon, vous avez montré des choses. Ouais. Ils avaient, que ce soit dans les duels et dans le jeu rapide, la manière de se projeter vite, ils avaient montré des choses. Un bon match, ouais. Après c'est peut-être quelque chose qui est difficile à tenir pour une équipe aussi jeune, parce que c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui. En plus, si on vous dit quel est le joueur le plus important à Toulouse, c'est quoi le facteur X ? Gradel. C'est rien. Normalement, c'est censé être Gradel. Mais Gradel, statistiquement, pour l'instant, il ne fait pas une saison exceptionnelle. Après, il y avait 0-0 à 11 contre 11. Voilà, après, l'expulsion fait partie du match, bien sûr. Mais c'est quand tu es au fond, de toute façon, tu as toujours les paramètres contre toi. Tous les faits de jeu faut sont toujours contre faire toi. plus. Hein. L'effet de jeu, la connerie ou l'exploit du gardien d'en face, c'est toujours contre toi pour l'instant. Et Mandanda fait un super arrêt à 0-0, ça peut tourner le match aussi. On peut même discuter sur l'action du pénalty refusé pour la main de Perrin. Parce qu'il sort comme un gardien. Hein. Oui, c'est vrai. Je suis désolé, mais non, mais d'accord, mais il s'étend tout son long. Il s'étend tout son long. Il a les mains qui traînent derrière. Alors, la main n'est pas volontaire parce qu'il ne la voit pas. Mais enfin, il sort quasiment comme un gardien. Donc là, je suis étonné de l'interprétation. Voilà. Enfin, en tout cas, voilà Toulouse qui a perdu hier face à Marseille et qui est avant-dernier du championnat. Après le baromètre chaque lundi, vous savez ce qu'on fait ? On joue, et on joue à quoi le lundi ? Au rébuteur. Au rébuteur, évidemment. Ça, Le rébuteur, je vais vous demander de me retrouver les buteurs du week-end grâce à un rébut, d'où le nom rébuteur. Je vais commencer avec Flo Gazan. Flo Gazan, regardez, c'est un 4 images. Ah, il est bon, Flo. Oula. Baf. Oh, je l'ai, moi. Bah oui. Bah, ça va. Gomis, Baffé Timbi Gomis. Baffé Gomis, effectivement, buteur en finale de la Coupe d'Asie. C'est le premier joueur titré dans cette compétition. Baffé Gomis, voilà, vous savez tout. Raphaël Sebaoun, celui-là est très sympa. Je l'aime beaucoup. Ouais, bon, ça sent pas bon pour moi. Si, c'est marrant. Si, c'est très marrant, regardez. Kev. Ouais. Oh si. Qu'est-ce que c'est, Raphaël ? Allez, mon Rafou. C'est l'équipe. Oui, mais Kev, l'équipe, ça passe pas. J'ai trouvé. Kev, c'est Prends-la tous. Kev. Qu'est-ce que c'est, ça, C'est comme quoi page ? C'est la une. Oui. Kevin, donc Kevin. Oui. Et regardez après, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, c'est une perruque. Kevin Perruque, buteur avec le C3. Ah, De Bruyne, De Mais Bruyne. oui, Kevin De Bruyne, évidemment. Buteur contre Chelsea samedi. Grégory Hacher. Et un petit truc musical juste pour vous. C'était pas mal quand on est à votre place, le rébuteur. Le spécialiste. Ouais, c'est Mais moi. là, franchement, non mais attendez, là on vous l'a fait aux petits oignons. Ah bon, bah alors, Ah bah tout va bien. oui. Comme ça, Il y a de la l'humiliation serait plus musique, grande. tout ça. voilà. Allez, bon chance. Bon chance. Ah, bah, c'est pas proc. Alors, Angèle Di Maria. Angèle démarre. Facile, non, Ria. mais oh, mais Angèle Di Maria, buteur vendredi contre Lille. J'aurais. Pierre Bouby, celui-là aussi, il est aux petits oignons pour vous. Mais Ah pas bah de problème, je suis super confiant. Et bah ça tombe bien. Ah. Et vous pouvez être confiant. Bon courage. Vous le connaissez le premier ? Pas du tout. Le premier ? Ouais. C'est le capitaine de soirée ? Ah non, je le connais pas, lui. C'est jamais toi. Eh bah passez. Bon, le deuxième c'est une quoi ? Ah oui, ça y est. Rivière. Ah, Un ruisseau. non, parce Non. qu'il y a 4 bords. Bon alors prenez le dernier. Une piscine. Non. Un épi. Non, un peu, non. Là, tu les fais tous sauf le bon. Quoi. Quand on rigole, on se...
Baigne. Quand tu rigoles, tu te baignes, toi. Quand on rigole, on se marre. Ah, on se marre. Et lui, c'est Je sais pas. C'est peu qui Mais si, c'est Kenji. Et sa chanson la plus connue, c'est Samari Kenji. C'est Attends. Vas-y. Ritano, Samaritano. Samaritano. Il est bien Il est bien celui-là. Mais c'est votre la copain, photo, en je l'aurais plus. trouvé. Celui-là, il est génial. Ah oui, mais sur la photo, il n'y a plus de rébut. Buteur avec Dijon. Vous voyez, je pensais que ça vous ferait plaisir. Mais ça me fait très Eh plaisir. ben, ça tombe bien. d'ailleurs. Eh ben voilà, on l'embrasse. Oui, t'insultes. Jérôme Alonso. Oui, Estelle. Celui-là, il est pour vous. Ah, ça te rappelle tes soirées. Casse. Ouais, Casse, c'est bon. Mourir. José. Non, J'ai trouvé. c'était bien. Eh oui, J'ai trouvé. Allez, bon, Jay. Non, pourquoi Morera? Non, mais. Casimiro. Mais non. C'est comme toi. Casemira. Mais n'importe En plus, c'est quoi. Casemiro. Non, c'est bon. Casimiro. Lucas Moura. Lucas Moura, bien joué. Vous n'avez aucun humour. Buteur avec Tottenham. Et on termine. Alors, c'est très rare, Vincent. Oui. Personne ne souffle, il est très facile. C'est un 2 images. Oui. Je l'aime beaucoup. Rente Non, pas Renté. Mais non, C'est le club de quoi au départ? C'est quoi Ah, tu connais bien la Ligue. Hein C'est le blason de quel club? C'est pas Rennes Non. Mais non, Non, on souffle pas. c'est pas très loin. Géographiquement. Oh, bah, arrêtez. C'est dans l'ouest. quoi. Coûteux, cette... Pas toi, pas maintenant. C'est en Normandie. La Viking. C'est quand Eh oui. Mais les couleurs sont. Ah non, c'est bleu, T'es rouge. daltonien. Non, Il mais n'y a pas bleu, je vois du noir, c'est pour ça. Non, mais Je voyais vous du allez noir. chez l'ophtalmo et tout ira bien. Mais je voyais du noir. Donc c'est quand et Des donc rillettes sur les verres. Tenté. Bah oui, N'Golo Kanté. Kanté. Exactement, buteur avec Chelsea. Non, mais si vous avez vu le bleu et noir, évidemment, Non, ça ne mais pouvait pas j'ai- marcher. j'ai vu que Et le du vert noir. était, le rouge était vert ou comment ça Non, le rouge était rouge. Et le Viking ressemblait à un druide. Vous savez que pour l'ophtalmo, c'est 3 mois. En tout cas, c'est la fin de ce Rébuteur. Et si vous aimez jouer, eh bien écoutez, restez bien avec nous. Jeudi à 21h pour le grand retour de la folle équipe. Il y aura d'un côté l'équipe des footballeurs, avec notamment Jérôme Alonso, et de l'autre côté celle des experts, avec les experts du journal L'équipe. Bonne annonce. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans la folle équipe qui possède la meilleure culture sportive. Charlotte Bonnet. La A. Il est en A8. Oh là là, c'est bien joué. L'autruche Raphaël Nadal. Ça marche. Pour l'instant, nous n'avons que des bonnes réponses. C'est pas passé encore. Oui. Juninho. Ah non, pas de Juninho, c'est terminé par contre. Expert United face à Olympique Fouteux. Le match est lancé, que le meilleur gagne. Et la taille de Vika, je dirais 1m70. C'est rien. Plus. Là, quand je le regarde, on dirait... La folle équipe, le grand jeu. Les experts contre les footeux. Présenté par Estelle Denis. Jeudi 21h sur la chaîne L'équipe. Voilà, ce sera la folle équipe. Donc jeudi à 21h. Dans un instant, le mercato. Vous voyez également les joueurs parisiens qui s'échauffent avant le choc demain face au Real Madrid en Ligue des Champions. Le mercato, plein d'infos, plein de rumeurs. Ce sera juste après cette très courte pause. À tout de suite. C'est la dernière partie de l'équipe d'Estelle. Dans un instant, on parle mercato, beaucoup d'infos, beaucoup de rumeurs. Mais avant cela, sachez qu'il y a un énorme moment à vivre samedi à partir de midi sur la chaîne L'équipe. Et oui, ce sera le grand retour du biathlon. Grand retour également de Martin Fourcade. Bande annonce. Pendant une course, je suis concentré. Le biathlon, c'est de la performance. Ils reviennent plus forts que jamais. C'est aussi de la vitesse, de la confrontation. C'est du ski et du tir. C'est le retour d'un champion d'exception. C'est le retour du biathlon. Le biathlon, c'est sur la chaîne L'équipe. La Coupe du Monde de biathlon est à suivre en direct sur la chaîne L'équipe. Voilà, ce sera samedi à partir de midi, le retour du biathlon. Et comme on est content de retrouver le biathlon, eh bien on vous offre plein de cadeaux. Voilà, à l'occasion de la reprise du biathlon, on vous offre la possibilité de remporter un séjour pour 2 personnes au Grand Bornand du 20 au 22 décembre avec 2 nuits dans un hôtel 3 étoiles, un pass pour assister à toutes les épreuves de biathlon prévues ce week-end-là. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site L'équipe dans la rubrique Jeux concours et vous répondez à cette question pas très difficile quand même. Ouais. Qui a remporté le classement général de la Coupe du Monde de biathlon la saison dernière? Est-ce que c'est Martin Fourcade? Est-ce que c'est Johannes Beu? Ou est-ce que c'est Quentin Fillon-Maillet? Et vous aurez peut-être la chance de remporter un magnifique week-end au Grand Bornand. Retour au football maintenant, le footoir mercato, toutes les infos, toutes les rumeurs de transfert.
Et un petit jingle, évidemment. On va commencer, Raphaël, avec la prolongation du jour. De Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, ce n'est pas fait, mais les discussions pour une éventuelle prolongation d'Mbappé au PSG suivent leur cours. C'est en tout cas ce que révèle le journal L'Équipe. Il y a même des progrès dans les différentes négociations qui se déroulent dans un bon climat. Et je cite sans langue de bois, les discussions avec Mbappé ont été entamées il y a maintenant plusieurs semaines. On parlerait d'un salaire de 30 millions d'euros annuel, montant que le club a réfuté. C'est la priorité du Paris Saint-Germain pour vous, Grégory Hacher, la prolongation de Kylian Mbappé? Numéro 1, absolu. Effectivement, parce qu'il est à 2 ans et demi de la fin de son contrat. On sait que l'offensive du Real va exister. Alors, il y a toujours ces liens entre présidents. On sait que Pérez travaille avec le Qatar, donc ils y vont quand même à pas de velours, à pas feutrer. Zinedine Zidane, tout à l'heure en conférence de presse que vous avez montré tout à l'heure, déclarait sa flamme suite à une question. Bien sûr. Mbappé, oui, ça va être le gros dossier. Mais moi, plus que finalement la cour que pourra faire le Real, je suis persuadé que c'est le PSG qui détient les clés et j'arrive pas à savoir, parce qu'il est un peu tôt, si une belle aventure en Ligue des Champions pouvait être synonyme de voilà, je suis allé au bout avec eux, maintenant je peux passer à autre chose, ou finalement c'est le club où je vais en gagner plusieurs. Voilà, j'attends de voir ce qui peut se passer. Voilà, et pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, il y a discussion entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, le prétendant du jour. C'est la Juventus Turin qui veut shipper Mauro Icardi au Paris Saint-Germain, je vous rappelle, qui est prêté par l'Inter Milan. Alors, selon Quotidiano Sportivo, le nom de l'Argentin est souvent revenu du côté de Turin pour renforcer l'attaque des Bianconeri. Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juve, veut faire venir le numéro 9 cet été. Enfin, a priori, le PSG a une option d'achat, donc... Oui. Le PSG, normalement, est prioritaire sur la Juve, quand même, Vincent. Ah ben oui, puis il faut vraiment la lever. Enfin, ça serait dommage de l'avoir relancé à ce niveau-là et puis d'en voir quelqu'un d'autre en profiter quand même. Voilà, parce que pour l'instant, évidemment, ça marche bien. Il a éteint toute concurrence avec Cavani. Ça marche bien, il s'est bien intégré. Là, pour le coup, tous les voyants sont au vert. Donc oui, il faut lever cette option rapidement pour ne pas se faire piquer. Parce que là, les aigles, les vautours commencent à rôder. Commence à tourner. Le nom désiré du jour. C'est Julian Draxler, considéré comme un joueur majeur, qui est plus considéré comme un joueur majeur du côté du Paris Saint-Germain. Alors la Gazzetta dello Sport affirme que le PSG a proposé à l'Inter Milan les services de son milieu de terrain dont le bail se termine en 2021. Mais pour le moment, les interistes ont décliné cette proposition. Pierre Bouvis, c'est toujours un joueur de haut niveau quand même, Julian Draxler. C'est quand même fou que personne n'en veuille. Non, mais c'est pas que personne n'en veut, c'est que voilà, il a un temps de jeu qui est super réduit, mais l'Inter peut être un bon challenge, franchement, s'il arrive à signer là-bas. De toute façon, il faut qu'il aille dans un club où il est désiré et où Alerte mercato du côté d'Orléans. Ouais, Pierre, ça va vous intéresser. Édouard Butin, qui est arrivé à Orléans, il est libre de son contrat depuis son départ de Brest. C'est tombé il y a quelques instants sur le site L'Équipe. Il passe quelques jours à Orléans, il pourrait s'engager. Je vous rappelle qu'Orléans est dernier du championnat. Donc Édouard Butin qui pourrait relancer la machine orléanaise. Pierrot, vous voulez qu'on fasse la fiche d'Édouard Butin parce que vous avez l'air très surpris. Non, je suis pas surpris, je suis ravi de l'apprendre. Édouard Butin, c'est le film avec Brad Pitt, c'est ça, non? C'est surtout qu'il savait pas. Oui, c'est fou. Bah non, écoute, c'est toi qui travaillais vraiment au club, Pierre? Ouais, tout le monde croit que j'ai un emploi fictif, mais c'est faux. C'est faux. En tout cas, je suis ravi de vous apprendre quand même les transferts qui ont lieu dans votre club. Bien dans le vestiaire. C'est assez formidable. Alors là, oui, il y a grand plaisir, il n'y a pas de problème. Allez, on va passer au choix du jour, tiens. Celui de N'Golo Kanté qui s'est exprimé sur son non-transfert au Paris Saint-Germain pour des raisons sportives. Le milieu de terrain de Chelsea a déclaré au micro de Canal+, parfois, on ne sait pas forcément où on veut aller, mais on sait ce qu'on a. Je sais que j'étais à Chelsea et que j'y étais bien. Si je n'ai pas voulu venir au PSG, c'était plus un choix sportif. Je me sentais bien à Londres dans un projet et j'étais content de rester là-bas. Est-ce que c'est dommage, Jean-Marc Alonso, ou finalement, non, voilà, c'est comme ça, il n'a pas forcément envie, c'est un choix sportif. Alors, c'est dommage pour le PSG, et quand on aime le PSG, et quand on a envie que ce club progresse et franchisse enfin ce palier, oui, c'est dommage. Évidemment. Après, je pense que le garçon sincère et que voilà, vraiment, il croit peut-être en quelque chose à Chelsea. Mais mais on se dit qu'il vient de la banlieue parisienne et c'est dommage. Moi, tous ces joueurs que le PSG laisse passer. Si on aime le foot et qu'on a envie de voir des beaux matchs et le PSG faire des gros matchs avec des champions, évidemment. N'Golo Kanté, c'est la crème de la crème à ce poste-là. Donc oui, évidemment, c'est un regret. Moi, j'aurais adoré le voir ici. Et il est en train de devenir un autre joueur avec Frank Lampard, un joueur qui va beaucoup plus vers l'avant. Et qui commence à avoir des statistiques. Lui qui marquait. Il a encore marqué ce week-end. Il marquait un but tous les 4 ans et tout le monde se moquait de lui. Et là, il est parti. Il va peut-être finir l'année à 10 buts. Parce qu'il est toujours plus proche de la surface adverse. Et ça, c'est grâce à Lampard. Il est petit, il est gentil, il a les stats de Lionel Messi. Le forceur du jour. C'est Paul Pogba. Alors, selon la Cadena Copé, qui croit savoir que les joueurs de Manchester United pensent que le champion du monde tricolore serait guéri et refuserait de jouer pour forcer Manchester United à le transférer au Real Madrid. Ça se fait, ça, Pierre Bouvis, ou pas du tout? Absolument. Ah bon? Ah oui.
Enfin, il y a des médecins au club qui voient bien s'il est blessé ou pas blessé quand même. Oui, mais bon, après, il y a des blessures diplomatiques, c'est possible. Hein. Tout est possible. Par exemple, mal au dos. Vous avez mal au dos. Oui. Il y a deux trucs chez les footeux qui se sentent pas bons. Si Là, j'ose il y avait dire. un pied dans le C'est plat. le mal de dos et la gastro. C'est-à-dire que là, il y a aussi un truc, c'est qu'on peut toujours trouver des blessures que t'as pas forcément aussi. Hein. L'inverse, c'est possible. Ah oui. Donc, ça dépend. Mais non, je me sens bien. Non, t'as très mal au dos. Ah oui, c'est arrivé. non, j'ai Paul Pogba ne rejouera jamais avec Manchester, Vincent? Ah non, je n'ai pas dit ça. Non, je parce que demande. pour le coup, Si, t'as dit ça. Non, parce que partir de Manchester, ça va pas être facile. D'abord parce qu'avec lui, ils sont une équipe bien moins médiocre, voire une bonne équipe. Et ils ont quand même un besoin vital de se qualifier pour la Ligue des Champions. Pour l'instant, ils en sont C'est très mal loin. parti, hein. Très long. Et sans lui, ils ont aucune chance. Ah, bon, bah écoutez, donc Paul Pogba, peut-être qu'il va rester à Manchester United. L'envie de retour du jour. Oui, de Samuel Umtiti, le défenseur de Barcelone, est revenu chez nos confrères de Team Orange sur Facebook hier soir sur ses possibilités de retrouver un jour l'Olympique lyonnais. Et sa réponse a été assez claire. Regardez sur ce retour. Si retourner à Lyon est une possibilité, oui, ce n'est pas sûr, c'est une possibilité. C'est une bonne idée de revenir dans son ancien club Pourquoi pas? Jérôme? Bien sûr, s'il a fait le tour de la question ailleurs et qu'il a gagné des titres et qu'il a vu du pays, revenir parce qu'effectivement on a envie de loyauté, qu'on a envie de finir sa carrière dans son club en faisant évidemment de gros efforts parce qu'il ne gagnera pas à Lyon, ce qu'il gagne à Barcelone. Mais si par amour du club et par amour du jeu, il a envie de revenir finir, parce qu'il finira à Lyon forcément, pas demain, mais il finira un jour à Lyon, s'il a vraiment envie et que c'est ancré en lui, moi je trouve que c'est plutôt beau. Ouais. Vous y croyez ou c'est de la com? Parce qu'on a déjà parlé de ça avec Benzema la semaine dernière. C'était Juninho qui avait dit je veux que Benzema revienne. Benzema, c'était de la com de Juninho. Benzema l'a jamais dit. Benzema a toujours dit que c'était impossible. Voilà, bon, ça n'arriverait c'est pas. réglé. Donc c'est un peu différent. Umtiti, on peut vraiment croire à sa sincérité. Simplement, la question, c'est l'amour de son premier club, il commence à quel âge? C'est-à-dire que c'est l'amour à 28 ans, c'est l'amour à 30 ans, c'est l'amour à 34 ans. C'est pas tout à fait la même chose de revenir à son club quand on est encore au sommet ou quand on commence à redescendre. Je pense que revenir dans son club quand on commence à redescendre, c'est une très mauvaise idée. Voilà, c'est tout. Bon. Il faut revenir juste avant. Ce serait quand même une belle histoire. Le dragué du jour. Dimitri Payet qui reflambe avec l'Olympique de Marseille. Alors d'après les informations de l'équipe, le Marseillais serait dans le viseur de plusieurs clubs turcs avec en tête le Beşiktaş. Je précise, c'est pour l'été prochain. Vous y croyez, vous, à un départ de Dimitri Payet, Grégory? Qui a quand même un gros salaire à l'Olympique. C'est surtout qu'il coûte très cher à l'OM. Là, ils en auront besoin s'ils veulent jouer le podium, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. S'il n'est pas là, le dessin de Faro, il est terrible. Ils en auront besoin quoi qu'il arrive pour les 6 mois. Après, s'il y a la possibilité, si lui estime avoir fait le tour de la question et qu'ils ont besoin de se délester peut-être d'un gros salaire pour le mettre sur des joueurs plus jeunes, une fois que la mission en Ligue des Champions est accomplie, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Mais il y a eu du personnel dans son retour. Il faudra voir aussi si l'entourage en a envie, sa famille en particulier. Oui, parce que c'est pas la première fois qu'il est sollicité. Pour le coup, on a parlé de pas mal de clubs exotiques pour lui et il n'a jamais voulu partir de Ça dépendra aussi du parcours de Marseille. Et si Marseille se qualifie pour cette fameuse Ligue des Champions, il n'a aucun intérêt à partir parce que c'est quand même un garçon qui aime la compétition, l'autre compétition. Ah ouais. Et puis le fond de l'histoire quand même, c'est que Marseille, ça faisait partie des joueurs que Marseille aurait absolument voulu vendre l'été dernier. Oui. Ah oui. Je veux dire, en fait, ça va plutôt dans un sens que dans l'autre. C'est pas tellement lui qui veut partir, c'est Marseille qui veut absolument le vendre. Donc l'histoire finit pas toujours dans le sens du vendeur. Et puis attention, on a dit... Et ça va être hyper intéressant. En coulisses sur Instagram. Mets-le sur Snapchat, fais un snap. Vous nous donnerez la suite de cette phrase. D'un coup, je vous promets, c'est super. J'ai déjà oublié le début de votre phrase, mais vous nous donnerez la suite demain. Et ce sera certainement très intéressant. Merci à tous les 6 d'avoir été là. On se retrouve demain, bien sûr, dans l'équipe d'Estelle. À 17h30, tout de suite, l'équipe du soir, Olivier Ménard et toute sa bande. Salut à tous.